Nous sommes le jeudi 15 mai 2025 et vous écoutez le 9e épisode de la 10e saison du podcast Faut pas pousser les ISO. Bienvenue sur Faut pas pousser les ISO, le podcast hebdo pour tous les passionnés de photos et de vidéos. Je suis Arthur Azoulay, j'anime cette émission avec mon ami le journaliste Benjamin Favier. Cette semaine, on va parler setup accessoires vidéo pour l'exercice très particulier du mode Run and Gun. Avec le vidéaste et réalisateur Romain Saleret, nous allons découvrir les différents types d'accessoires incontournables et indispensables pour réussir en mode solo à capturer sur le terrain des images et du son de qualité, peu importe les conditions. Cette émission vous est présentée cette semaine par Camara, première coopérative de passionnés photo avec 90 magasins spécialisés photo et vidéo partout en France. Et c'est parti pour ce 9e épisode de la 10e saison du podcast Faut pas pousser les ISO. Comment vas-tu, Benjamin, ce matin ? Salut Arthur, écoute, ça va très bien, je te remercie. Ravi de retrouver notre compère Romain Saleret à ses micros. Et je me suis même demandé en préparant l'émission si c'était pas lui finalement qui avait inventé ce concept de Run and Gun. Ouais, c'est vrai. Tant il nous en a déjà parlé dans de précédentes émissions. C'est trop d'honneur, merci. Et puis bonjour à tous les deux. Merci encore pour l'invitation. C'est vraiment un plaisir d'être avec vous. Bon, on est ravis de te retrouver. En tout cas, Romain, si tu le veux bien, je vais quand même te représenter à nos auditeurs pour ceux qui n'auraient pas la joie de t'avoir déjà entendu ou de te connaître. Donc, tu es un photographe et un vidéaste, réalisateur autodidacte, passionné d'images et ambassadeur Lumix en France. Cela fait plus de 20 ans que tu réalises des photos et des vidéos. Ton premier boîtier Lumix était un GH4 que tu as choisi d'ailleurs pour ses capacités à produire des vidéos en 4K à l'époque et ses nombreuses options de réglage. Tu as tout de suite été séduit par l'univers Lumix et la série GH pour sa compacité et la qualité d'image que ces boîtiers délivrent. Tu lances le blog GH4, GH5 qui devient vite une référence pour tous les utilisateurs Lumix et se transforme tout naturellement en blog Lumix GHS à l'arrivée du Lumix S sur le plein format en 2019. Est-ce qu'on est toujours bon pour ta présentation, Romain ? Exactement, ouais, exactement. Puis surtout, ça me fait penser qu'on est vraiment dans le thème. J'avais choisi le GH4 parce que déjà à l'époque, il m'avait séduit pour le Run and Gun justement. Pourtant, il n'était pas stable. Ouais, mais déjà, il faisait des miracles et avec les objets légers, la compacité faisait que, la légèreté faisait que. Bon, on va parler de tout ça évidemment au cours de cette émission, mais comme d'habitude, on attaque avec le Flash Actu. Cette semaine, dans le Flash Actu, Lumix lance 2 boîtiers et une nouvelle optique. DJI annonce le Mavic 4 Pro et Visa pour l'image commence à dévoiler la programmation de son édition 2025. Le Flash Actu vous est présenté par Fox.fr, le site des spécialistes de l'image. Quelques semaines seulement après le lancement du Lumix S1R2, à qui on a consacré une émission spéciale il y a très peu de temps, Panasonic continue le renouvellement de sa série de boîtiers full frame Lumix S1 avec le lancement de 2 nouveaux modèles. Le Lumix S1 II et le Lumix S1 IIe. Le Lumix S1 II exploite, et c'est une première chez Panasonic, un tout nouveau capteur de 24 millions de pixels CMOS semi-empilé qui est associé à la nouvelle génération de processeurs d'image Venus Engine. Cette technologie va évidemment en faveur des vitesses d'enregistrement, aussi bien pour la photo que la vidéo. Le boîtier propose par exemple de la 4K 120p et de la 5,8K 60p. En rafale, il monte jusqu'à 70 images par seconde et intègre la fonction de prédéclenchement. L'Open Gate est de la partie est accessible jusqu'au format 5,1K 60p. La fonction Dynamic Range Boost offre, elle, une dynamique de 15 IL en Vlog et ce jusqu'au 30p. Le Lumix S1 IIe exploite pour sa part un capteur CMOS plus conventionnel de 24 millions de pixels. Il reprend la majorité des innovations ergonomiques et technologiques proposées sur les S1 II et S1R2.
En vidéo, on retrouve l'OpenGate jusqu'au 6K 30p. Le Lumix S1 II est proposé nu au prix de 3 499 € et le Lumix S1 IIe est proposé lui au prix de 2 799 €. Ils seront disponibles dans le courant du mois de juin et pour rappel, le Lumix S1R2 est pour sa part positionné au prix de 3 599 €. A noter que jusqu'au 31 mars 2026, les boîtiers Lumix Full Frame intègrent désormais une garantie de 5 ans. Pour accompagner le lancement de ces nouveaux boîtiers, Panasonic lance également une nouvelle optique en monture L, un Lumix S 24-60 mm f2.8 constant. Il s'agit d'un zoom transstandard qui a la particularité d'être particulièrement compact et léger, avec moins de 10 cm de long et moins de 550 grammes sur la balance. A noter que sur cet objectif, il est possible pour la première fois de changer la destination de la bague de mise au point manuelle et d'attribuer à une autre fonction, comme par exemple l'ouverture ou la correction d'exposition. Son prix sera de 999 € et il sera également disponible au mois de juin. DJI vient d'annoncer la version 4 de son drone Mavic Pro. Au programme, un drone disposant d'une autonomie de vol jusqu'à 51 minutes, capable de monter à 90 km/h avec une plage de vol de 41 km. Des technologies de vol de pointe avec notamment la présence d'un capteur LiDAR et la vision omnidirectionnelle de nuit avec une sensibilité de 0,1 lux pour éviter les obstacles ou encore l'Active Track 360 pour le suivi du sujet. Une technologie de transmission vidéo HDR 10 bits avec une portée de 30 km, un stockage interne de 64 gigaoctets pouvant monter à 512 gigaoctets avec le pack Creator Combo associé à la fonction Quick Transfer 80 MO par seconde en Wi-Fi 6. Et enfin, un Gimbal Infinity qui permet de faire des rotations sur 360 degrés ou de monter jusqu'à 70 degrés vers le haut. Côté captation, le Drone Star de DJI affiche de la 6K 60p HDR 16IL, de la 4K 120p, le 422 10 bits, le All Intra et les profils log sur la version Creator Combo. On retrouve le triple module caméra signé Hasselblad, avec le module principal grand angle CMOS 4/3 de 100 millions de pixels associé à un équivalent 28 mm f2. Un module télé CMOS 1 sur 1,3 pouces de 48 millions de pixels associé à un équivalent 70 mm f2.8 et un module long télé CMOS 1 sur 1,15 pouces de 50 millions de pixels associé à un équivalent 168 mm f2.8. Nous avons demandé à Baptiste Soto du réseau de boutiques spécialisées Fox de nous partager ses premières réactions suite à l'annonce de ce nouveau drone et de nous parler du marché du drone en France à l'heure actuelle. Alors, sur le marché du drone, on va dire, on va avoir le cœur du marché du drone qui est celui des amateurs avertis, celui des semi-professionnels ou des professionnels qui n'ont pas forcément des besoins énormes, qui est tout le marché, on va dire, entre 500 et 2000 €. Et là, on commence à avoir des très, très beaux produits, hein, comme le Mini 4 Pro, par exemple, chez DJI, typiquement, mais aussi le R3S et d'autres produits. Et après, on a le marché pro. Alors, le marché pro, la barrière, elle est très simple. Le marché purement pro, c'est celui à partir duquel il faut des formations qui sont reconnues par la Direction générale de l'aviation civile, donc c'est-à-dire tous les drones à plus de 250 grammes, dont fait partie le Mavic 4 Pro. Le cœur de marché se porte très bien, avec des nouveautés très régulièrement apportées par DJI. Le marché pro il est très variable, il est très dépendant de la nouveauté. C'est vrai que quand un nouveau produit arrive, et c'est ce qui arrive avec le Mavic 4 Pro, ça fait immédiatement beaucoup de demandes et beaucoup d'attentes sur les produits. Et c'est vrai qu'après, ça se tasse un petit peu avec le temps. Le DJI Mavic 4 Pro est déjà disponible et proposé comme d'habitude en plusieurs versions ou packs. Il est proposé en kit complet à partir de 2100 €. Le pack Flymore est proposé à 2700 € et le pack Creator Combo à 3500 €. Et pour terminer, du 30 août au 14 septembre prochain se déroulera l'édition 2025 du festival Visa pour l'image, la 37e édition, dans la ville de Perpignan et toujours sous la direction de Jean-François Leroy. Ce festival a pour ambition de montrer le meilleur du photojournalisme avec des travaux nuancés, vérifiés, provenant du terrain et non des réseaux sociaux et réalisés par des humains et non des IA génératives. Cette année, ce sera pas moins de 25 expositions qui seront proposées en accès libre au public et toujours de grandes soirées de projection durant la semaine professionnelle du 1er au 6 septembre au Campo Santo.
Les organisateurs ont commencé à dévoiler une partie de la programmation de cette édition. Parmi les photographes exposés, on peut citer par exemple Brent Stearton qui présentera Virunga, sentant un travail documentaire au long cours sur le plus vieux parc national africain qui abrite une population de gorilles et de grands troupeaux d'éléphants et qui est en perpétuel état de siège face à des groupes terroristes, milices locales ou armées rebelles soutenues par le Rwanda voisin qui convoite ses richesses naturelles. George Steinmetz est l'ultime volet de son projet intitulé Nourrir la planète qui met en lumière depuis le ciel et plus de 50 pays les conséquences de la production alimentaire et son ampleur. Ou encore Caroline Van Houten et son reportage sur la guerre contre l'État islamique en Somalie. L'ensemble des 15 premiers photographes exposés est à retrouver sur le site officiel du festival visapourlimage.com. Voilà pour l'actualité cette semaine. Bon, je vous promets que c'est un hasard de ouf que l'on reçoit Romain aujourd'hui. Lumix surprend tout le monde quelques semaines après seulement le lancement du S1R2. Voilà 2 nouveaux boîtiers qui arrivent et alléluia mon cher Benjamin, enfin un nouveau capteur un petit peu excitant, semi-empilé donc. Alors nouveau peut-être pas parce qu'on a vu récemment sur le Nikon Z6 III le premier capteur semi-empilé du marché sur un boîtier plein format de 24 millions aussi. De là à dire que c'est le même, on n'ira pas jusque là parce qu'en général les constructeurs sont très opaques sur ce genre de caractéristiques et leur provenance. Néanmoins c'est super intéressant. On aurait peut-être espéré, on l'a dit d'ailleurs pendant l'émission qu'on a consacrée au S1R2, avoir un capteur de cette nature sur ce boîtier à forte définition, mais on a expliqué aussi que ça permettait de maintenir un prix plus abordable, donc c'était pas totalement délirant. Donc effectivement, voir l'arrivée de cette technologie-là, c'est une super bonne nouvelle. Ça peut l'être notamment en vidéo pour contenir le rolling shutter ou en photo aussi pour faire de l'action rapide. Donc oui, c'est vraiment une excellente nouvelle. Je crois que le tarif est vraiment positionné en face au Z6 III. Ça fait en tout cas un positionnement qui paraît assez pertinent. Et ce Lumix S1 2E, Romain, qu'est-ce que tu en penses? Ça fait vraiment une belle montée en gamme maintenant sur la série des S1, en seconde génération évidemment. Ouais, bien sûr. Et ce qu'on aime voir aussi, c'est que Lumix écoute comme d'habitude ses utilisateurs et ses ambassadeurs. On voit des choses arriver comme le false color. Ça, c'est vraiment des options qui sont vraiment excellentes intégrées au boîtier. Donc, pour rappel, le false color, ça permet d'avoir un affichage avec plusieurs couleurs, et qui vont vous indiquer quelles sont vos zones qui sont surexposées, sous-exposées. Enfin voilà, c'est pour contrôler son exposition. Et ça, c'était des choses qui étaient faites avant par des choses comme les Atomos, donc enregistreurs externes. Donc voilà, maintenant on intègre toujours plus de choses. On a encore un autofocus qui est meilleur, une stabilisation qui est meilleure. La fonction dont tu parlais tout à l'heure, à savoir attribuer à la bague de l'objectif d'autres fonctions, fallait y penser quand même, mais ça c'est vraiment ce qu'on aime chez Lumix, c'est qu'ils ne s'endorment pas et ils proposent toujours des nouvelles choses qui vont servir. En plus, ce n'est pas du gadget. Et est-ce que tu penses que la famille est complète ou on risque de voir arriver, selon comment tu sens les choses, un S1H Mark II? En fait, celui-là, j'ai vraiment aucune info pour de vrai, mais celui-là, tout le monde l'attend depuis très longtemps. Et je me demande si c'est pas quelque chose, que tout le monde aimerait voir vraiment dédié à 100%. Je sais pas, avec ce que tout le monde attend, il y en a plein qui attendent, c'est par exemple un filtre ND interne. Ouais. Ça, c'est un peu le rêve pour les réalisateurs, pour les gens justement qui font du run and gun, parce que encore une fois, on réexplique, si on a un filtre ND interne devant le capteur, ça permet d'éviter justement de jouer, à en mettre plein et à changer devant son objectif, quoi. Donc ça c'est encore une fois très pratique. Et puis, mais ouais, tout le monde l'attend. Après déjà là, ça envoie du très 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 lourd. Il y a de quoi faire, mais tous les usages. Donc après, on devient un peu trop gourmand aussi, quoi. Pour rebondir sur cette question du S1H2, est-ce que tout simplement il y aurait la place pour un tel boîtier? Et
Est-ce que, moi je me souviens à une époque du micro 4 tiers pas si lointaine, où toi-même, Romain, en France, tu nous présentais un boîtier avec une faible définition, qui était en quelque sorte à l'époque le GH5S, je crois, qui Ouais, était c'est ça. l'équivalent de la 7S3 aujourd'hui, qui est un peu unique sur le marché avec sa très faible définition. Est-ce que finalement, il n'y aurait pas une place pour un capteur, allez, je sais pas, moi, 12 millions parce que là, on est dans le délire un petit peu, on rêve, hein, on balance un peu Bah, des aspirations. Est-ce que c'est pas là peut-être qu'il y aurait quelque chose à faire ou qu'on attendrait un boîtier plein format? le but, en tout cas, ça serait d'avoir, parce que pour ceux qui se posent la question, ça serait d'avoir des photosites plus gros. Et donc, si on a des photosites plus gros, les performances en basse lumière seront exceptionnelles. Donc, déjà, c'est vraiment excellent, plus qu'excellent sur la série S. Mais là, alors ouais, si on tombe sur du 10-12 millions, on aura des photosites plus gros. Et voilà où pourrait être l'intérêt, effectivement. Ouais. Bon, et puis, c'est pas tout, parce que Lumix a dévoilé aussi les contours de cette fameuse grande mise à jour de firmware promise sur 2025, notamment sur son S1R2. Alors, on ne sait pas exactement quand elle va arriver, mais on sait ce qu'elle va faire. Donc, comme promis, l'OpenGate arrive en 8,1K et 7,2K. L'enregistrement en RAW via l'HDMI, le format HEIF en 420 10 bits, le Larry Log C3 via une mise à jour logicielle qui sera payante, une amélioration de l'autofocus avec la détection des sports urbains, le transfert direct des cartes vers le SSD, le timecom via Bluetooth, les proxys en interne pendant l'enregistrement RAW HDMI et cette fameuse personnalisation de Mac de mise au point qui est active sur cette nouvelle optique qui vient d'être annoncée et qui le sera également sur le 20-60 mm et le 24-105 mm après mise à jour de firmware. Donc voilà. On peut pas dire que vraiment que Lumix, que Pana n'écoute pas, parce que quand tu entends toutes les mises à jour qui arrivent là, toutes les options, toutes les nouvelles options des boîtiers, et notamment, je voulais rebondir sur le timecode par Bluetooth. Ouais, Ça, c'est c'est abstrait vraiment pour les gens, ça. Hein. Mais c'est du progrès, quoi. C'est-à-dire que si on veut synchroniser des caméras, lorsqu'on fait du concert ou quoi, on utilise un timecode. Et du coup, il faut les synchroniser. Souvent, il faut un câble, etc. Et il y a la possibilité d'utiliser maintenant dans les nouvelles générations. Zoom fait ça aussi avec donc un timecode en Bluetooth. Donc, voilà, on se tourne vers l'avenir. Donc ça, c'est vraiment cool. Et encore une fois, on sort un 24-60 léger et tout, mais en 2.8, ouverture fixe. Parce que nous, on dit depuis longtemps, on connaît les contraintes de fabrication, mais on veut de l'ouverture fixe et quand même assez importante, quoi, du 2.8 minimum. Juste pour finir là-dessus, tu as raison, Romain, de souligner la générosité de Lumix sur les politiques de mise à jour. Ça a toujours été vrai, Fuji aussi, et on constate quand même, et c'est bien de le rappeler aussi, que Nikon s'y est mis, Sony s'y est mis plus timidement, mais ils le font aussi. Et ça, c'est vraiment une très bonne chose pour tous les utilisateurs, et vive les hybrides pour ça. Ouais, et puis moi j'ai toujours défendu, pas défendu Lumix par rapport à ça, mais j'ai mis en avant ça parce que c'est même pas, tu parles de générosité, c'est marrant. Eux, ils disent il faut éviter les frustrations. Et lorsqu'il y a un boîtier qui sort, il y en a un autre qui sort derrière. On aurait pu penser, tiens, peut-être que moi j'aurais préféré celui-là. Non, t'inquiète pas, je t'amènerai les nouveautés par mise à jour. Donc ça, c'est quand même vraiment bien. Ah bah oui, je dis générosité parce que chez d'autres constructeurs notamment, la frustration a pu arriver en voyant arriver des modèles version 2 ou version 3 qui auraient pu se contenter d'être des versions mises à jour de la version antérieure. Je comprends, tout à fait. Voilà. Bon, allez, on va clôturer le Flash Actu très orienté Lumix cette semaine sur ces mots. Et on passe à la suite, Benjamin, avec ta chronique hebdomadaire, ta story. Et cette semaine, tu reviens sur une technique de tournage très populaire qui a séduit les plus grands réalisateurs au fil des décennies. La story vous est présentée cette semaine par Camara, première coopérative de passionnés photo avec 90 magasins spécialisés photo et vidéo partout en France. Filmer une scène entière, sans interruption, en une prise, avec une seule caméra. Ainsi pourrait-on définir un plan séquence.
Une technique vieille comme les premiers courts-métrages de l'histoire, qui s'explique alors par les contraintes et limites matérielles inhérentes à l'époque. Au fil du temps, le plan séquence, terme inventé par le critique cinéma Hervé Bazin, est devenu un puissant outil narratif et marketing. Lors des campagnes promotionnelles de certains films récents, il est parfois autant question de l'intrigue, du casting, que de la présence de fameux plans séquences. Le film 1917, réalisé par Sam Mendes, est construit comme une prise d'un peu plus de 2 heures, même si, en réalité, il y a plusieurs raccords subtils qui entretiennent l'illusion d'une action suivie en temps réel tout au long du film. Dans Birdman, Alejandro Inarritu a procédé de la même manière, brouillant les frontières entre l'univers du théâtre, où se déroule l'essentiel du film, et les séquences en extérieur, en conservant une unité de temps. D'autres blockbusters contemporains ont réservé une place de choix à un plan séquence comme Gravity, La La Land ou The Revenant. 2 longs métrages moins connus sont même allés au bout de la démarche, L'Arche russe, sorti en 2002, et Victoria, qui date de 2015, durent respectivement 1h30 et 2 heures. Ils ont chacun été tournés en une seule prise. L'exécution de telles séquences requiert une coordination très précise entre les équipes techniques, les acteurs et les figurants, qui surgissent souvent sur le chemin et dans le champ du cadreur. Une chorégraphie souvent répétée plusieurs mois en amont, sachant que le moindre faux pas exige un retour à la case départ. Malgré les contraintes, de nombreux illustres réalisateurs se sont prêtés au jeu, conscients de l'impact d'un plan séquence réussi auprès du public. Dès 1948, Alfred Hitchcock imagine son film La Corde en un seul plan séquence. Limité par la durée des bobines de pellicule, il joue sur les fondus au noir pour donner l'illusion que l'action se déroule en temps réel. 10 ans plus tard, Orson Welles tente et tourne la lente introduction de La Soif du Mal en une seule prise. Steven Spielberg s'y essaie dans Duel au début des années 70, et c'est lors de cette décennie que le sequence shot décolle pour de bon, grâce à l'invention de la Steadicam, conçue par le directeur de la photographie Garrett Brown. C'est lui-même qui tourne les plans séquences dans les couloirs de l'hôtel Overlook et le labyrinthe enneigé, scène culte de Shining, chef-d'œuvre de Stanley Kubrick, sorti en 1980. La fluidité du déplacement de la caméra embarque littéralement le spectateur au cœur de l'action, sans le moindre répit. Dans l'univers des séries, Adolescence, fiction britannique en 4 parties diffusée actuellement sur Netflix, a beaucoup fait parler d'elle. Le fait que chacun des 4 épisodes a été tourné d'une traite a été largement médiatisé. À l'instar des autres films cités, la prouesse relève autant de la performance technique que de la capacité du réalisateur à ne pas sacrifier le scénario. Une vraie leçon de cinéma. Bon, le parallèle, hein, évidemment, avec le sujet de l'émission est obvious. C'est un peu le mode extrême du run and gun, le plan séquence, non? Mais en fait, on était en train de préparer cette émission. Moi, j'ai regardé la fameuse série Adolescence sur Netflix dont on parlait beaucoup ces derniers temps. Et ce qui frappe quand tu sais à quoi t'attendre un peu, tu sais que chaque épisode a été tourné en plan séquence, que chaque épisode dure 1 heure, bah, tu peux pas t'empêcher en fait tout le long d'observer comment ils vont gérer, de passer d'un extérieur à un intérieur, comment ils vont gérer un moment dans l'épisode 2, il y a une course-poursuite incroyable, qui est littéralement une course à pied, hein, qui se termine en plus après par un vol au drone qui va réatterrir pour finir sur un plan à terre. Enfin, c'est juste incroyable en fait. La prouesse technique de tout ça avec un scénario qui tient la route. Je vous invite à aller voir un petit making-of de ça sur YouTube qui dure à peu près 12 minutes, où on voit comment les cadreurs prennent le relais les uns les autres en s'échangeant la caméra. Ça peut être en haut d'un escalier, ça peut être pour passer sur le drone, etc. C'est juste fabuleux. Et moi qui suis très friand de cinéma, on peut dire cinéphile amateur, ça m'a rappelé beaucoup de plans séquences un peu mythiques dans Les Affranchis avec Scorsese par exemple, ou Snake Eyes de De Palma. Et quand on aime le cinéma, on peut que être sidéré par ça. Et effectivement, le lien de parenté avec le run and gun semble assez évident parce qu'il ne faut pas être non plus dans une configuration trop lourde
notamment dans le cadre de adolescence, pour parvenir à cette prouesse. En fait, le lien, c'est que je pense déjà, ça veut dire que ça se réfléchit. Le run and gun, alors là, voilà. ça se réfléchit, ça se répète, ça c'est de la logistique, c'est de la... Ouais, tout à fait. Ah ouais, et puis alors en l'occurrence, c'est très intéressant aussi dans le making-of, il l'explique, le réalisateur d'adolescence, en l'occurrence, c'est qu'ils ont même construit des maquettes miniatures pour avoir une idée très précise de la circulation à la fois des acteurs, mais aussi des figurants. Dans l'épisode 2, il y a plus de 300 figurants. Et surtout, voir la déambulation du cadreur. Le cadreur est jamais seul, hein. Il y a toujours quelqu'un derrière lui parce que quand il doit reculer, qui le tient par le t-shirt. Qui le tient par le t-shirt. Et savoir à quel moment la caméra va être échangée, elle va être reprise par quelqu'un d'autre, etc. Enfin, si vous aimez un tant soit peu le cinéma et toute la magie qu'il peut y avoir derrière les coulisses, vraiment, allez-y, regardez d'abord la série avant de regarder le making-of quand même, ce serait un peu dommage, mais c'est de la magie qui ne doit rien au hasard, t'as raison Romain, ça a été répété des semaines en amont, des mois en amont, chaque épisode a fait l'objet d'heures et d'heures de répétitions, comme au théâtre, sauf que, contrairement au théâtre, on sort de scène. Il y a des plans séquences, Romain, qui t'ont marqué dans ta culture cinématographique 1917, hein. 1917, c'est quand même... l'ouverture, elle est quand même assez folle. Ouais. Mais oui, ce film, déjà, c'est celui qui me vient en tête, quoi. Moi, je pense, quand on parle plan séquence, à certaines scènes de Athéna, le film qu'avait réalisé Romain Gavras, il me semble, qu'on pouvait voir sur Netflix, avec un drone qui était utilisé aussi bien en caméra main qu'en drone volant. Et je pense aussi, Benjamin, ça doit te parler, je me rappelle plus comment, je crois que ça s'appelait Coupé, le film sur les zombies là, avec Romain Dirus. Hazanavicius. Ouais, c'est toute l'histoire en fait de ce film là qui traite ce sujet là. Oui, puis c'est tout l'avantage du plan séquence, c'est que ça te met en apnée en fait, c'est-à-dire que tout le temps de l'action, tu relâches jamais, tu restes focus. C'est une expérience en soi aussi. Mais c'est pas nouveau l'histoire du drone qui est rattrapé. Et en fait, les cadreurs se préparent. Je trouve ça vraiment génial. Parce que du coup, on passe vraiment d'un plan aérien. On comprend rien. Un plan aérien, le drone c'est comme s'il se posait. Mais en fait, il est chopé par deux cadreurs qui sortent de nulle part, par derrière. Hop, et en fait, ça se transforme en gimbal. Parce que de toute façon, les premiers gimbals, les premiers stabilisateurs, c'était finalement un dérivé de drone, quoi. Bon. Merci Benjamin pour cette story cette semaine. On fait une petite pause, une courte respiration et on revient dans quelques secondes après une petite publicité. Passionnés de photos et de vidéos, faites confiance à Camara, la première coopérative de magasins spécialistes photos et vidéos en France. Camara, ce sont 90 magasins indépendants représentant les plus grandes marques du marché. Animés par des passionnés et des experts techniques, vous aurez accès à des conseils ultra personnalisés, des démonstrations de produits, des prêts de matériel façon touch and try, des coachings photos et la promesse d'un service après-vente fiable et professionnel. Camara, c'est aussi un vaste choix de matériel d'occasion dans nos magasins et la possibilité de bénéficier de reprises sur votre ancien équipement. En prime, toute l'année, Camara vous offre la 3e année de garantie sur l'achat de matériel neuf en boîtier et optique hybride. Partagez et vivez votre passion auprès de spécialistes reconnus. Venez en magasin ou retrouvez-nous sur www.camara.net. Nous sommes de retour dans Faut pas pousser les ISO avec le vidéaste et réalisateur Romain Sarret pour cette grande discussion autour des accessoires vidéo et le mode de prise de vue run and gun. Alors pour commencer, on va essayer de bien comprendre ce que c'est finalement la vidéo en mode run and gun. Romain, si tu devais nous définir ce qu'est cette technique de prise de vue, qu'est-ce que tu nous dirais ? Je dirais que c'est... Bon, alors déjà, on va traduire tout bêtement, hein, c'est courir et shooter. Donc, on n'est pas obligé de courir, mais en tout cas, ça veut souvent dire qu'on a... tu parlais de la notion d'homme-orchestre, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'en gros, on doit tout faire tout seul. Ce qu'on doit se rappeler, c'est vraiment ça, c'est on doit tout faire tout seul. Souvent, on a donc une caméra, un stabilisateur, etc. On doit voyager léger, on doit bouger léger. Et donc, on doit faire des prises de vue tout seul, sans équipe. Donc, le run and gun, principalement, c'est ça.
Oui, puis il y a cette notion, on en parlait juste avant, d'anticipation quand même, parce qu'être homme orchestre, ça veut dire donc anticiper tout ça pour gun, peut-être être prêt à dégainer aussi à tout moment. C'est-à-dire le truc est prêt, on est prêt à faire rec et à partir, quoi. Donc là, j'étais dans la définition, mais effectivement, après, si on rentre vraiment, enfin, on va pas rentrer tout de suite dans le détail, mais en tout cas, ça se prépare. C'est vraiment la plus grosse difficulté si on me dit qu'est-ce qui est difficile dans le run and gun, c'est tout est basé sur la préparation. L'expérience aussi, parce qu'on se fait avoir une fois, mais pas deux, mais c'est de la préparation. Et sur quel type de prestation ou de type de production, Romain, on peut être amené à devoir utiliser et maîtriser cette technique de prise de vue? Alors, au final, il y a plusieurs mondes. On peut parler d'un journaliste, on peut même parler des gens qui font du mariage, le clip, le corporate. Finalement, si on se retrouve tout seul, souvent c'est du run and gun. Bien sûr, si on est en studio tout seul, on a le temps, il y a des prises qu'on peut refaire, etc. C'est pas du run and gun. Mais le journalisme, ça en est un. Le mariage, il y a une notion aussi de ne rien rater. Donc, il faut être prêt, il faut tout penser à l'avance. Je pense que c'est le plus dur, le mariage, parce que vous le savez très bien, on n'a pas le droit de rater le moment, cérémonie, le oui. Donc voilà, il faut vraiment être prêt, il faut être parfait. Mais après, moi, pour parler de mon cas en tout cas, c'est en voyage, je me balade en voiture en Islande ou même à Hong Kong, etc. Et en fait, je vais m'arrêter, shooter, je vais marcher, shooter, marcher, shooter. Voilà, c'est plutôt cette notion, moi. Et donc, il faudra que j'ai tout prévu, c'est-à-dire autonomie des batteries, les cartes mémoire, être prêt justement si je vois quelque chose d'hyper intéressant à le shooter. Et donc, voilà, sortir le gun à ce moment-là. Alors, même si cette émission elle va être principalement consacrée à l'univers des accessoires qu'on va mettre autour de sa caméra pour être capable justement de faire ça, le run and gun, est-ce qu'il y a quand même, Romain, des critères importants à prendre en compte quand on choisit sa caméra et son optique dans cette perspective de prise de vue? Alors bon, les basiques, maintenant, ils l'ont un peu tous, c'est-à-dire la définition, l'échantillonnage chromatique, c'est-à-dire le cut de l'Audibit, c'est-à-dire le nombre de couleurs que vous enregistrez. En fait, qui peut le plus peut le moins. Et donc, si on a la possibilité de cropper en post-prod, c'est-à-dire donc de zoomer, si on a la possibilité de rattraper les couleurs, si on a vraiment une grande dynamique, ça nous laissera plus de latitude en post-production. Donc ça sera mieux, surtout quand on filme entre guillemets un peu à l'arrache. Et puis après, donc la base, elle est là. Comme on disait, si on filme en 6K, en 5,8K, en 4:2 bits, ça nous laisse plus de latitude. Et après, les grands classiques, ça va être, on rentre dans la stabilisation, un bon autofocus, un écran modulable, une bonne autonomie et surtout, personnellement, c'est pour ça que j'aime les boîtiers Pana, c'est une excellente ergonomie. On a la possibilité de mettre ce qu'on veut sur tous les boutons et il faut être prêt et il faut connaître son boîtier. Voilà, ça c'est très important. Alors, on n'en a pas parlé en présentation d'émission ou peu vis-à-vis des nouveautés, mais est-ce que tu regardes de près aussi le fait que l'on crop ou pas quand on est en 50p ou quand on est en 100p par exemple? Est-ce que ça, c'est important ou c'est pas grave? C'est-à-dire que si on fait... C'est toujours une contrainte supplémentaire. Et quand on est vidéaste, on a déjà pas mal de contraintes, contrairement à la photographie, et je fais les deux. Donc, lorsque là, on voit les boîtiers Lumix qui sortent maintenant sans crop, même en 50p, il y avait du 1.1 sur celui d'avant. Maintenant, on se rapproche vraiment du 1. On a quasiment plus de crop. Donc, c'est bien parce qu'on enlève une contrainte. Et on en a déjà encore suffisamment lorsqu'on est en run and gun. Donc, oui, là, ça, on prend clairement, vraiment. Et est-ce que c'est intéressant d'envisager, Romain, ces caméras-là, qui ne sont pas vraiment des hybrides, qui sont conçues exclusivement pour la vidéo, mais surtout qui sont ultra minimalistes, en fait, et qu'on va pouvoir venir accessoiriser à outrance. Je pense par exemple au Sigma FP, à la référence peut-être en la matière, la Sony FX3, ou même les modèles chez Lumix qui sont un petit peu moins connus, les BG-H1 et BS-H1. Pour parler de ce que je connais, c'est-à-dire les BG-H1, BGS, le truc qui me manque, ça va être vraiment... pour moi, c'est pas du run and gun s'il n'y a pas d'écran. J'aime avoir le boîtier seul et
Quand je pars en run and gun, je mets rarement un écran. Quand j'ai fait des shoots en Islande, par exemple, j'avais l'Atomos sur le stabilisateur et tout, mais on se rajoute du poids, ça fait mal au dos et tout. Donc c'est ce qui est vraiment appréciable avec les boîtiers Lumix. On a un écran qui se tourne dans tous les sens et surtout, en fait, la caméra seule se suffit. Et c'est ça qui est bien. Tout à l'heure, on parlait de ma première vidéo que j'avais faite. C'était avec le GH4. Tu disais, pourtant, il n'y avait pas de stabilisation, mais l'Objo était stabilisé. Le fameux 1235 était stabilisé. Et c'était déjà ce qui m'a permis de tout faire quasiment à main levée. Et c'est ça que j'adore, en fait. Peut-être que l'intérêt de ces boîtiers minimalistes, ça peut être de les mettre sur un drone, par exemple, ou... Alors, pour parler par contre de l'intérêt, moi je ne suis pas concerné, mais je voulais parler de l'intérêt. En gros, ça va être vraiment pour tous les shoots qui sont dans des endroits impossibles. Et en fait, ces caméras-là, elles sont beaucoup utilisées par des réalisateurs dans des films, je te dis une bêtise, mais tu veux faire un plan dans une boîte aux lettres ou des choses comme ça, ou sur une perche très très haut, et en fait, tu vas mettre ce genre de boîtier-là. Et... Tu prends une GoPro. Oui, voilà. Ouais, mais bon, tu as une meilleure définition de luxe, qualité là, de capteur. Mais voilà, plutôt ça. Moi, pour ce qui est run and gun, j'aime vraiment me dire, ça m'est vraiment arrivé encore récemment. Si je dois vraiment shooter au dernier moment, je prends mon boîtier Lumix avec rien dessus. Juste un objectif stabilisé, le capteur est stabilisé, j'ai mon écran, j'ai tout, je peux shooter un run and gun. Le vrai run and gun, c'est presque ça, c'est de se dire, on me dit maintenant, prends ton boîtier et viens, suis-moi, tu vois. Et en fait, tu es capable de faire ça. Est-ce que finalement, la caméra de run and gun ultime, c'est pas son smartphone? Ouais, mais c'est pas le même rendu. Je suis d'accord avec toi sur le principe, mais c'est pas Et le même boum rendu. Parce que ça nous arrive tous d'avoir un peu la flemme et des fois on se fait un peu critiquer par les potes. Ah, t'aurais pu prendre ton boîtier. Donc tu fais ça avec ton téléphone, avec ton smartphone, mais quand même, quand tu es sur un écran 27 pouces, etc., puis alors que tu commences à coloriser, tout, t'oublies après. Enfin, perso, alors bien sûr, après tu as des possibilités, le ProRes, le ci, le ça, mais on n'est pas dans ces configs-là pour le day-to-day, quoi. Enfin, pour le tous les jours, on va shooter, on va se dire ça suffit. Là, un boîtier comme les Pana, tu restes d'office en 5,7K, 4:2, tu shootes, c'est léger et puis ça passe trop bien en post-production, quoi. En fait, on a les mêmes débats sur le smartphone quand il s'agit de street photo. Mais là, on va considérer que dans ce podcast, on aime bien, et tu l'as cité tout à l'heure, on aime bien l'ergonomie de manière générale. Et c'est un truc un peu important. On va en reparler, mais surtout quand tu accessoirises un petit peu ta config, c'est quand même important d'avoir un truc qui tient bien dans les mains et où tu sais où trouver les boutons, les molettes, etc. Donc ça exclut de facto le smartphone. Bon, avant de rentrer dans ces considérations, mon cher Benjamin, il y a quand même une particularité quand on filme en mode run and gun, c'est qu'on est la plupart du temps amené, et tu me contredis, Romain, si je me trompe, mais à travailler à main levée. On a reçu, il y a quelques semaines, ici, dans ce studio, le réalisateur Nikos Argilet dans une émission qui a été consacrée aux techniques de tournage en reportage vidéo. Il nous avait sensibilisés à l'art nécessaire à cette pratique. On l'écoute. Moi, je cadre à 95% à main levée. Je mets vraiment très rarement la caméra sur un pied. Si je peux donner un conseil, en fait, il y en a plusieurs, mais peut-être le premier, c'est d'utiliser un Electronic Viewfinder, un IVF, comme il n'y en a plus, comme il y en a sur des caméras à d'épaule. En fait, j'ai 3 points de contact avec ma caméra. Je tiens la poignée, j'ai la main sous la caméra et je pointe avec. J'ai mes bras qui sont rapprochés vers moi et j'ai mon œil collé à ce viseur-là. Et donc, j'ai la caméra qui fait corps, en fait, avec le haut de mon corps. Et donc, ma tête, le prolongement de mon regard, c'est ma caméra et mon objectif. Et en fait, c'est tout le haut de mon corps qui bouge, c'est mes hanches qui font des mouvements, c'est moi qui stabilise et qui tient les choses en serrant les bras près de mon corps. Et c'est comme ça que je filme la plupart du temps. En fait, on est à main levée, on est ici et maintenant, à hauteur d'homme, en train de raconter l'histoire au milieu des gens. On s'intéresse à des regards, on les regarde avec notre regard, notre hauteur, comme tu disais. Voilà. Et puis après, c'est rajouter tous ces éléments-là aussi narrativement. Ça veut dire aussi décrocher d'une situation, passer par un plan de drone, passer par un plan de Ronin, mettre ces gens qui sont en train de parler, en train de faire autre chose, au ralenti, d'utiliser d'autres formes narratives, introduire une forme de poésie justement pour casser le côté peut-être chant contre chant. Romain, toi, tu as des tips que tu pourrais partager avec nos auditeurs sur cet art justement
réussir à filmer à main levée. Alors, je suis un peu d'accord avec ce qui a été dit précédemment, c'est les points de contact. Donc, c'est vraiment important de se poser, de rapprocher les coudes du corps, et surtout, c'est dans la respiration. Après, on ne va pas dire de faire du yoga, mais c'est vraiment important de se caler, de se poser. Et il y a une fonction que j'utilise tout le temps sur les panas, c'est augmenter stabilisation. Donc, pareil, ce qui est bien, c'est d'attribuer ça à une fonction, enfin à un bouton, je veux dire. Comme ça, on y accède immédiatement. Et si tu es à main levée comme ça, tu choisis cette fonction-là, augmenter stabilisation. Et lui, il va comprendre que tu es à main levée, que tu ne vas pas trop bouger. Et je précise et je souligne le fait de ne pas trop bouger. C'est vraiment pour faire une sorte de plan fixe. Et là, dans ce cas-là, tu as un rendu qui est vraiment génial parce que ça te fait une image quasiment fixe, mais avec un très, très, très léger mouvement naturel. Et donc voilà, moi, mon conseil, c'est ça. C'est vraiment d'utiliser cette fonction, se caler, poser, tranquille. Et ça fait un rendu génial dans toutes mes vidéos. La plupart des plans à main levée sont faits comme ça. Et tu perds pas un petit peu d'angle de champ avec ça Non, justement. Et il n'y a pas non plus d'effet vague, d'effet wave. Alors, sauf si tu bouges trop, encore une fois. Bon. Allez, on va rentrer maintenant dans l'exploration des différents types d'accessoires, et ils sont nombreux, qu'il faut considérer quand on souhaite se faire un petit setup vidéo en mode run and gun qui est efficace. Alors, on va mettre de côté la partie optique, parce qu'on a une émission qui sera consacrée aux optiques vidéo qui va arriver très prochainement. Et on va commencer par le squelette du boîtier, de la caméra, qui va servir à accueillir tous les éléments externes. Il s'agit bien entendu de la cage ou de la cage, cette structure métallique entièrement modulable qui vient entourer le boîtier pour lui offrir une infinité de points d'accroche. On est d'accord, Romain, que chaque cage est spécifique à un modèle de boîtier bien précis, il n'y a pas de truc universel. Oui, exactement. Alors, peut-être que ça existe, mais c'est quand même pas optimisé. Et justement, ce qui est bien, c'est que les cages, pour chaque modèle, maintenant, ça a quand même baissé les prix, mais ça rentre vraiment au millimètre. Donc, effectivement, dès que le boîtier change un peu, on ne peut plus utiliser la cage d'avant. Mais c'est pour ça, je conseille quand même de prendre pour chaque modèle. C'est vraiment très, très bien optimisé. Et on garde ce point de contact, justement, avec la main et tout. C'est très bien pensé, ouais. Parce que s'il y a un connecteur qui bouge d'1 millimètre par rapport à la version précédente ou autre, ça nous met dedans direct. C'est ça. Combien de temps il faut attendre généralement, Romain, entre le moment de sortie d'un boîtier et l'arrivée des premières cages là, tu vois, typiquement là, les S1.2 et S1.2E, c'est quand même de plus en plus dur à dire, qui vont arriver au mois de juin. Va falloir attendre combien de temps avant de voir arriver les premières cages? C'est une question de jours, de semaines, de mois? Ouais, je penserais 1 mois ou 2. À mon avis, c'est 1 mois ou 2. Ça dépend ça dépend des infos. C'est arrivé des fois de voir des accessoires qui sont sortis tout de suite derrière. Par le passé, je me rappelle de cette histoire. Et en fait, le constructeur avait presque prévenu le fabricant, quoi. Mais en moyenne, je dirais 1 mois ou 2. Ouais, c'est à se demander parfois s'il n'y a pas justement un petit peu de discussion en sous-main, parce que je suis parfois surpris par l'extrême rapidité et réactivité de ces fabricants tiers, en tout cas beaucoup plus que sur les caissons sous-marins. Et ça a l'air d'être un accessoire tellement indispensable, incontournable, que c'est presque étonnant de se dire pourquoi c'est pas les marques elles-mêmes qui proposent ces accessoires directement. Les acteurs qui proposent des cages, alors je vais vous en citer quelques-uns, vous avez 8Scene, vous avez Small Rig, Tilta, Shape, Newer même, qui s'y est mis. Pourquoi, Romain, c'est pas Lumix, Canon, Sony qui font leur propre cage en accessoire? Ça paraît très évident pourtant. Ouais, mais je pense que tu vois, toutes les marques que tu as citées, elles ont déjà les lignes de production prêtes elles ont leur achat déjà prévu avec les gens qui font le métal et tout. C'est pas le même métier quand même, je pense. C'est pas le même métier. Donc, c'est pas les mêmes lignes de production. En termes de prix, ils sont devenus tellement agressifs aussi. Donc, ça veut dire intéressant. Ces acteurs-là, notamment, je pense à Small Rig qui paraît maintenant incontournable sur tous ces accessoires-là, que pour un constructeur, ce serait hyper compliqué de rivaliser. Ça me fait même penser parfois aux poignées optionnelles qu'on a. Donc, c'est les grips. C'est un accessoire qui est très important en photo. Désormais, on voit de plus en plus de grips plutôt bien foutus, qui embarquent des batteries ou pas. Chez Fuji notamment, fait par d'autres marques qui sont de plus en plus sexy.
Ok. Alors, il existe différents types de cages ou de cage, Romain. Comment on fait pour choisir entre la demi-cage sur le côté gauche, sur le côté droit, la cage totale comment Le on fait pour L. choisir? Bah, moi, je dirais que, comme d'hab, on commence par la fin, on se dit qu'est-ce que je veux y mettre dessus. Et c'est vraiment ça qui est important. Comme quand on va choisir les options pour une voiture, on va se dire, bah, je veux quoi? Je peux peut-être pas me payer la full option, mais en tout cas, j'aimerais bien au moins avoir ça, au moins avoir ça. Donc, si tu sais que tu veux monter un micro, ça va le faire à peu près partout. Mais par contre, si tu veux commencer à monter un Atomos, tu veux monter plein de trucs dessus, bon, bah, prends la full, déjà d'office. Mais c'est plutôt ça, faut se poser la question de qu'est-ce qu'on veut mettre dessus. Et l'intérêt de la foule, ça va être quoi? Est-ce qu'il y a une question d'équilibre qui vient en ligne de compte? Parce que Bah, on c'est se les dit, trous que tu as partout, hein, vraiment. Enfin, Ouais. Après, tu as la possibilité d'en mettre vraiment partout. Et ce qui est drôle, c'est que je ne l'ai pas précisé, mais en tout cas, moi, je suis pas grand fan de cage parce que justement, ça alourdit un peu le boîtier et parfois, Enfin, j'aime bien l'avoir nu et en faire ce que je veux, quoi. Et parfois, il faut démonter pour monter ailleurs, pour ci, pour ça. Moi, je suis pas un grand fan. Je sais que Bernard, mon pote, Bernard Bertrand, lui, c'est un fan de ça, de ces accessoires-là. Mais en tout cas, moi, c'est pas mon cas, en tout cas. Et est-ce qu'on pourrait presque imaginer que la cage peut faire office de pare-choc finalement Oui, sur le clairement, par boîtier contre. qu'en cas de c'est choc, clair. vaut mieux plier une cage que enfoncer un boîtier, quoi. Carrément, carrément. Non, je suis d'accord. Après, ça protège pas tous les angles. Il reste des angles saillants, Ouais. donc tu prends toujours le risque, hein. Mais je suis d'accord, ouais. Alors, niveau prix, vous l'avez évoqué un peu tout à l'heure, maintenant c'est devenu très compétitif, enfin très abordable finalement comme type d'accessoire. Je vais vous donner quelques exemples, notamment pour un boîtier un peu incontournable, hein, qui est le Sony Alpha 7 Mark IV. Chez Tilta, vous avez un modèle qui est proposé à 73 €. Chez Small Rig, c'est 80 €. Chez Falcam, c'est 120 €. Et alors, le moins cher, c'est le Newer à 72 €. Est-ce qu'on peut imaginer, Romain, constater des différences de qualité finalement entre tous ces acteurs où finalement on parle juste de barres en métal et de pas de vis et il n'y a pas vraiment de notion comme ça, quoi. C'est un peu les deux. C'est que, effectivement, ce sont des barres en métal avec des pas de vis. Ça, tu as bien raison. Mais il y en a, à mon avis, qui sont plus intelligemment faites que d'autres. Je trouve qu'il y a des fois des astuces qui sont géniales. Et après, c'est un peu comme d'hab, quand on a une marque qu'on aime bien, on y reste. Et on parlait de Small Rig. Moi, j'avais des cages Small Rig. C'était quand même vraiment top. Donc voilà, après, souvent, tu n'es pas déçu, tu reprends la même. Mais il faut bien regarder ce qu'on peut mettre, quelles sont les nouveautés aussi, parce que tu peux aussi switcher changer de marque. Passer d'une marque à une autre parce que tu te dis bah tiens il n'y a pas trop de nouveautés et là l'autre marque propose quelque chose de sympa, de nouveau, donc voilà. Alors évidemment, la cage, c'est la base en fait de toute cette réflexion-là. Et c'est sur cette cage qu'on va venir fixer tout un tas d'accessoires. Et on va avoir besoin d'accessoires pour fixer des accessoires. C'est un peu schizo finalement comme truc. Et les constructeurs de cage, bah, ils proposent aussi plein de petits astuces, de petits trucs, de petits machins, de petites pinces, de petits trucs, de petits bidules qui permettent de fixer des accessoires. Romain, est-ce qu'il y en a 2-3 comme ça qui sont assez incontournables et qu'on va retrouver chez ces constructeurs, 8sin, Small Rig, etc. Bah, les incontournables, dans mon cas, ça va être vraiment la poignée. C'est c'est vraiment la seule chose, la seule configuration que je vais utiliser en me disant, bah tiens, je vais faire du run and gun où j'ai vraiment besoin de faire du main levée avec une poignée. Donc là, tu mets ta cage, t'as des belles poignées maintenant en bois, etc. que tu peux mettre sur le côté. Et après, l'autre option, c'est vraiment le support SSD. Ça, c'est vraiment cool. Et l'intérêt de la poignée, ça peut être par exemple de faire des plans au ras du sol, mais est-ce qu'avec C'est ça. une cage, dans ce cas, comment tu gères ton écran si l'écran se déporte sur le côté? À mon avis, c'est prévu pour laisser la place, hein. C'est pas, souvent, il y a un décochement, ça pose pas de problème. Mais je suis d'accord, c'est vraiment pour la poignée, tu vas t'en servir pour ça, pour le ras du sol, mais aussi pour faire, tu sais, un peu comme de la caméra à l'épaule. Voilà, tu es stable, mais on voit des légers mouvements. Et c'est pas mal, c'est vraiment pas mal. Ouais, tu évoquais ces poignées en bois. Bon, moi, j'ai toujours eu la sensation, ne les ayant jamais utilisés, que c'était plus beau et stylé que réellement pratique. Ces trucs-là, il y a deux types de poignées. Il y a donc ces poignées latérales qu'on peut mettre sur un ou deux
côté du boîtier. Et puis, il y a ce qu'on appelle la top handle, qui est finalement une poignée supérieure. Toi, tu as une préférence entre les poignées latérales et les poignées supérieures? Latéral, parce que la supérieure, c'est vraiment limite pour choper le boîtier par-dessus, le trimballer par-ci, par-là. Et là, on va être moins dans le run and gun. Ça va être justement lorsqu'on a un gros setup, lorsqu'on est vraiment paramétré avec pas mal de choses dessus, et justement plutôt en studio, quoi. Plutôt en mode tournage, studio. On a vraiment pas mal de choses dessus. Et là, on prend la caméra par la poignée du dessus pour la passer, par exemple, d'un trépied à autre chose. Donc moi, je préfère la latérale pour répondre à ta question. Juste très court truc sur cette poignée, mais pour revenir à la série Adolescence dont on parlait tout à l'heure sur Netflix, quand il se passe le boîtier de l'un à l'autre, on voit aussi l'utilité de ce truc-là. Si on fait du run and gun à plusieurs avec un seul appareil, c'est ce que j'allais dire. C'est pas mal. C'est exactement le cas dont j'allais parler. C'était aussi pour se passer la cam d'une personne à l'autre. Bon. Ensuite, il faut réfléchir à la question du stockage. Sur le terrain, les vidéastes, ils doivent choisir entre plusieurs options, plusieurs solutions pour disposer de plusieurs heures d'enregistrement possibles. On vous propose d'écouter le témoignage de Léo Lachaud, à la tête de la boutique spécialisée Photo d'Enfer à Paris, nous en parler. Quand on fait de la vidéo, se pose rapidement la question du stockage, parce qu'on est parfois à 1 giga la minute. Donc, il faut faire attention à ce dont on a besoin réellement. Donc, on voit plusieurs options, que ce soit les cartes en interne, les disques durs, les SSD branchés directement sur les boîtiers depuis quelques temps, et sinon les moniteurs externes avec un disque dur SSD branché dessus. Je dirais qu'il n'y a pas de meilleure solution, ça dépendra de l'usage de chacun. Si on peut se permettre d'avoir le confort d'un moniteur, moi je privilégierais un moniteur avec un disque dur directement dessus, donc un enregistreur. Mais c'est vrai que la solution la plus répandue aujourd'hui, c'est la carte d'enregistrement, donc que ça soit de la CF Express ou de la carte SD. On arrive à avoir de grands formats de stockage pour de moins en moins cher quand même. Ensuite, il faut faire attention parce que qui dit vidéo dit surchauffe, ou en tout cas haute température. Donc, il ne faut pas acheter n'importe quoi comme carte. On a déjà eu des cas de cartes qui ont fondu dans des boîtiers à la boutique. Et ça, bien sûr, ça passe pas sous garantie. Sinon, le SSD est pratique, notamment lorsque je conseille d'avoir des caches type Small Rig ou Tilta qui permettent parfois d'avoir un SSD directement maintenu en dessous. Mais c'est vrai que le plus compact et le plus pratique aujourd'hui reste la carte d'enregistrement, que ce soit SD ou CF Express. Bon, alors, Romain, sur cette question du stockage, je te coupe tout de suite. Tu vas pas me sortir l'argument du qui peut le plus, peut le moins, parce que là, pour le coup, le qui peut le plus commence à coûter extrêmement cher. La chose la plus naturelle, c'est évidemment de réussir à trouver une solution avec des cartes mémoire. Mais encore là, il faut bien analyser. Tu m'arrêtes si je me trompe, finalement. Quel type de codec, quel type de débit d'enregistrement on va utiliser, quel type de durée de rush on va avoir besoin pour affiner et ajuster finalement le choix de ces fameuses cartes mémoire. Est-ce qu'on peut aller du simple au quadruple? Alors, moi, je vais te dire vraiment mon avis là-dessus et comment je fais. Et je n'ai jamais dérogé à ce niveau-là parce que ça fonctionne. En numéro 1, quel est mon choix? C'est la carte SD. Ça, c'est carte SD SanDisk Extreme Pro. Pourquoi? Parce que j'ai jamais eu un seul bug avec tous les tournages que j'ai fait. Jamais. Alors que j'avais vu des choses sur d'autres marques, donc ça m'a toujours fait peur. La deuxième chose, c'est que moi, je fais des enregistrements, des shoots qui sont assez courts. Donc souvent, je me mets en qualité, mais je fais un peu mes calculs par rapport au temps que je vais avoir, etc. Mais je fais des shoots qui sont assez courts. Et surtout, à chaque fin de journée de tournage, je vide mes cartes, je les mets sur ordi et je fais un backup. Donc voilà, en gros, j'essaie d'optimiser. Mais désolé, en tout cas, moi, la carte SD, c'est vraiment ce que je préfère. Le SSD, ça m'arrive de l'utiliser en direct, en tout cas, et ça marche vraiment très, très bien. Mais il y a toujours le risque d'une mauvaise connexion. Il y a toujours le risque, tu perds ton côté étanche, etc. Donc, ça marche très bien. Mais pour du run and gun pur et simple, je vous ai dit tout à l'heure, moi, je prends le boîtier, parfois, juste le boîtier avec l'objectif. Donc voilà, pour moi, c'est carte SD.
Et tes cartes SD, tu les gères comment? Parce que désormais, sur la plupart des boîtiers, toutes marques confondues, il y a 2 compartiments. Est-ce que tu utilises les deux? Ou alors, quand il y a, mettons, CF Express plus SD, est-ce que tu mets quand même une carte CF Express dans l'autre compartiment pour que, en cas de manque d'espace, ça bascule sur l'autre? Ou alors, est-ce que tu fais un miroir, c'est-à-dire que l'enregistrement va s'effectuer en parallèle et en même temps sur les 2 cartes insérées dans le boîtier? Alors, miroir, je l'ai déjà utilisé. Enfin, donc c'est même un backup, quoi. En gros, Oui, c'est ça. ça va enregistrer sur les deux. Parfois, il faut savoir qu'il y a certaines. Si tu es avec un gros débit, je crois que parfois, ça ne te l'autorise pas d'écrire sur les deux en même temps. Mais en tout cas, au début, quand j'avais peur, quand vraiment c'était un tournage très important, ça m'arrivait de faire ça. Mais au fur et à mesure, pareil, tu n'as aucun bug. Alors, c'est pas bien de se relâcher, mais en tout cas, moi, j'utilise vraiment le simple rec, mais toujours, s'il y a deux fentes de carte SD, je mets deux cartes SD une carte SD dans chaque fente. Je pars avec le max. Ouais, mais quand on travaille avec des cartes SD, Romain, il y a quand même quelque chose auquel il faut être un peu alerte, c'est finalement les vitesses d'écriture et de lecture. Absolument. Tu évoques les extrêmes Pro chez SanDisk, en UHS-2, la série V90, elle monte à 300 mégabits par seconde en vitesse d'écriture. Or, si je prends l'exemple d'un Lumix, tiens, comme ça, au hasard, le S1R2, on va pouvoir trouver des modes d'enregistrement qui nécessitent un débit de 200 mégabits par seconde, mais ça peut monter jusqu'à 800 mégabits par seconde si, par exemple, on choisit un mode d'enregistrement en 4K 60p 422 bits All Intra H265, pardon. Je veux dire, si on veut travailler avec ces formats-là, la SD, on oublie. Oui, et dans ce cas-là, si vraiment, dans ces cas spécifiques, et ça m'est arrivé, c'était avec un Atomos. Et je bossais avec un Atomos qui est enregistré sur le SSD de l'Atomos. Mais il faut se poser la question, tout ça pour se dire, bon ok, je vais enregistrer le max. Moi, tu sais bien que je connais ces boîtiers-là, que je les ai vraiment poncés, utilisés dans tous les sens. Déjà, il y a la théorie et la pratique. Parfois, on me dit, attention, ça ne va pas passer en termes de débit. J'ai mis mes cartes, les SanDisk, je prends les plus rapides. J'ai jamais eu de problème d'enregistrement. C'est-à-dire que, mais j'utilise quasiment tout le temps le long hop plutôt que le all intra. Ouais. Mais parce que j'ai pas vu la différence, c'est tout simplement ça, quoi. Est-ce que finalement, quand on est en mode run and gun, il faut pas privilégier, enfin être raisonnable en fait. C'est-à-dire être raisonnable à la fois en termes d'accessoires et à la fois en termes de poids de fichier. Bien sûr, et en termes de stockage aussi, de se dire, enfin, si tu pars, encore une fois, dans un pays étranger et que tu te dis, tiens, je vais mettre le max et donc ça va me prendre une place énorme et tout, pose-toi vraiment la question de ce que tu vas gagner. Quand déjà, je peux vous le confirmer, quand tu es en 422 bits, en long hop sur un boîtier Lumix, moi je n'ai jamais eu de regret d'avoir tourné comme ça en me disant j'aurais dû passer en all intra. La plupart du temps, quand même, c'est un problème d'ordinateur qui va un peu plus galérer en long hop, mais si tu as un bon ordi, il n'y a pas de problème, pour ma part en tout cas. Il faut quand même avoir des ordres de grandeur en tête. Hein. Je me suis amusé à faire le petit calcul sur la possibilité d'avoir 2 heures de rush devant soi en termes d'autonomie. Alors, c'est peut-être pas souvent le cas pour ce que tu fais, Romain, mais on évoquait le cas de figure du vidéaste de mariage. Bon, avoir 2 heures de rush devant lui, ça paraît pas non plus le bout du monde. S'il utilise un mode d'enregistrement qui a un débit de 200 mégabits par seconde, pour avoir ces 2 heures, il va avoir besoin de 180 gigaoctets d'espace de stockage. À 400 mégabits par seconde, c'est 360 et naturellement, à 800 mégabits par seconde, c'est 720 gigaoctets. Donc, il faut quand même un peu avoir ces données-là en tête. Et puis, il y a la notion du prix, effectivement. C'est un vrai budget maintenant, le stockage en vidéo sur ces boîtiers. Tu évoquais des cartes SD UHS-2. Alors, j'en avais repéré une, l'une des plus belles chez SanDisk, l'Extreme Pro V90 qui fait 256 gigas d'autonomie. Cette carte, elle fait quand même 325 €. Si on estime qu'il nous en faut 2 pour pouvoir travailler en miroir et avoir un minimum de sécu, c'est vraiment un budget. D'un point de vue purement économique, le choix du SSD connecté en USB-C, c'est ce qu'il y a de moins cher, finalement, non ? Oui, clairement. Et justement, pour ce genre de configuration-là, moi, je prendrais ça. Après, c'est pareil, on en parlait juste avant. Est-ce que tu es sûr que tu vas mettre la qualité max de chez Max pour 2 heures de rush, alors que ça va te faire
des tonnes et des tonnes de gigas au final sur tes disques durs, je ne suis pas persuadé de la valeur ajoutée de faire ça. Ah, puis autre question, si tu utilises un SSD externe comme ça et que tu tournes sous la pluie, mettons, en extérieur, est-ce que c'est pas un frein? Si, évidemment. Moi, je vous dis, en tout cas, ce qu'il en est, c'est que les SanDisk Extreme Pro, je n'ai aucune affiliation avec eux, mais je le redis, c'est ce que j'utilise depuis le début. Je prends les 200 mégas, la 1 Tera, elle est à 129 € et je peux t'assurer que déjà, tu tournes quasiment avec tous les modes en 4.2 10 bits, etc. Donc, tu vois, c'est quand même pas la même. La 1 Tera, elle est à 130 balles à peu près. Je m'en suis acheté une il n'y a pas longtemps. Bon, tout est relatif et déjà, tu as de quoi faire. Je peux t'assurer vraiment que tu as de quoi faire, tu as de la qualité. Moi, c'est ce que j'ai vraiment toujours aimé chez Lumix, c'est le 4.2 10 bits, il est entre guillemets léger, en long GOP. Et mon ordi, j'ai pris un bon ordi, voilà, j'arrête pas de le dire, il faut prendre un bon ordi quand tu travailles dans ce métier-là et au moins, tu n'es pas embêté, quoi. Alors, il y a quand même une troisième solution qui existe, qui était très à la mode il y a quelques années, quand on a vu arriver les premiers hybrides full frame un peu spéqués en vidéo. C'était même presque l'accessoire incontournable qu'il fallait acheter. C'est ces fameux moniteurs enregistreurs externes qu'il fallait donc fixer sur la caméra, qu'on pouvait utiliser en HDMI pour récupérer le flux qui sortait du boîtier ou en USB-C. Et c'est Atomos qui, évidemment, était un peu le leader qui faisait rêver un peu avec ses modèles. Je crois qu'il y en avait qui s'appelaient les Ninja, les choses comme ça. J'ai la sensation que c'est beaucoup moins à la mode, Romain, aujourd'hui, ce genre de choses. Alors oui, c'est moins à la mode parce que les boîtiers maintenant font énormément en interne. Et pour la petite anecdote, il faut quand même savoir que à la base, les Atomos permettaient de débrider les boîtiers Lumix en 4.2 10 bits. Et en fait, c'est pour ça que c'est devenu, entre guillemets, incontournable au départ. C'est que tu étais en 4.2.0, je crois, ou peut-être en 8, je sais plus. Mais si tu voulais le 4.2 10 bits, c'était seulement en externe avec HDMI et donc avec un Atomos. Donc et déjà, pas que ça chez Lumix, commencé... chez Nikon aussi, chez d'autres marques, exact. Voilà, parce que les boîtiers n'étaient pas ça. encore aussi puissants. Et donc, c'est devenu connu comme ça. Après, il y avait l'aspect aussi, tu vois, typiquement ce dont j'ai parlé en introduction, le false color qu'amène Lumix là maintenant, et ça a été amené par Atomos et on aimait prendre un Atomos, pas que bien sûr, mais on aimait prendre un Atomos pour ça parce que du coup c'était un écran externe portable et en plus on mettait un SSD derrière donc qui vous permettait d'enregistrer, donc c'était un écran enregistreur, un moniteur enregistreur et qui vous proposait des options comme le picking, donc les petits points pour le focus. Donc votre mise au point et aussi donc le false color pour ton exposition. Mais maintenant, tous les boîtiers font ces genres de choses. Donc la réponse est oui, ça commence à être moins indispensable, on va dire. Et on pourrait pas imaginer dans un futur proche et même très 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 proche que le smartphone puisse se substituer finalement à ces enregistreurs. Quand on voit Lumix là qui a annoncé son application Lumix Flow, ça va un peu dans ce sens-là. Ça fait pas enregistreur, mais ça pourrait en fait. Bah oui, quand on voit que maintenant en plus tu as des prises USB-C sur les téléphones, ouais, clairement, si tu as du stockage sur le téléphone et que tu t'en sers comme moniteur externe, oui, pourquoi pas. Sony le propose déjà. Bon, alors maintenant on va parler alimentation, puisque vous n'êtes pas sans savoir que la vidéo avec un hybride est une pratique extrêmement énergivore et que donc l'autonomie de sa caméra, de son boîtier, c'est un réel enjeu pour les vidéastes. Romain, quelles sont les solutions en mode run and gun qui nous permettent d'avoir la meilleure autonomie et la meilleure praticité possible? Alors, de mon côté, comme d'hab, j'ai dit tout à l'heure que j'aime bien être préparé et être sur la base du boîtier seul. Donc ça veut dire qu'il faut avoir 2-3 batteries du boîtier, en tout cas, de côté, chargées. Donc ça déjà, pour moi, c'est vraiment une base très très importante. Et depuis que les boîtiers Lumix se rechargent en USB-C, avoir une batterie externe, ça permet de faire tellement de choses. Donc 2 possibilités. Soit comme quand je filme un concert ou un spectacle, je mets mon boîtier sur le trépied et là, je scotche la batterie externe au trépied et je mets mon câble USB-C et puis c'est terminé, on n'en parle plus. Je tiens 2 heures, 3 heures, 4 heures de spectacle les doigts dans le nez. Et après, si on est en mode run and gun, donc ce qui est bien, c'est
on shoot avec le boîtier le plus léger possible, la batterie bien chargée, on shoot. Et comme quand ça me fait penser à mon shoot en Islande, j'étais en voiture, je faisais le tour de l'île. Et donc, je m'arrêtais en voiture, je shootais pendant une demi-heure, je remontais en voiture et j'avançais. Et en fait, à chaque fois que je remontais en voiture, je rebranchais mon boîtier sur la batterie externe. Et en faisant comme ça, en fait, tu as de l'autonomie de manière presque permanente. Et ça, c'est vraiment ce que j'adore. Quel type de batterie externe en termes de puissance, d'ampérage faut imaginer? Ça, c'est une bonne question. Je sais que je prends des puissantes. Je crois que c'est du 10 000 ou 20 000. 20 000, c'est bien, hein, je Ouais, pense. voilà. Voilà, prenez de la bonne marque. Maintenant, ça devient vraiment très abordable. Mais moi, j'en ai certaines. Ma première, je l'ai depuis, je sais pas, 6 ans, je pense. Et elle ne faiblit pas. C'est juste hallucinant. Et ça me permet de recharger. En plus, n'oubliez pas que vous rechargez tout au passage. Le téléphone, tout. Bon. Alors, si l'image est importante, le son l'est tout autant. Même si les constructeurs font des efforts remarqués pour améliorer la qualité d'enregistrement sonore de leur boîtier, il est très souvent impératif de passer par un micro dédié externe pour s'assurer d'une qualité optimale. Romain, c'est quoi la solution la plus polyvalente qui existe avec le meilleur équilibre entre qualité, compromis, praticité, prix pour s'assurer un son digne de ce nom en mode run and gun? Alors déjà, à mon avis, le leitmotiv pour ça, c'est 32 bits à virgule flottante. C'est donc le nouveau format que proposent toutes les grandes marques. Lumix le propose aussi via la griffe XLR qu'on met donc sur la griffe flash. On enregistre en 32 bits virgule flottante. Et donc en gros, pour faire très simple et ne pas noyer les gens, mais à mon avis, il y en a plein qui connaissent, maintenant, en 32 bits virgule flottante, il n'y a quasiment plus besoin de gérer son gain. Il y a même les enregistreurs comme le Zoom H5 qui va sortir là. C'est un gain automatique. Et en fait, si vous voulez, c'est un peu le RAW de l'audio. Voilà, c'est le RAW de l'audio. Et du coup, on a une latitude qui est tellement énorme, c'est-à-dire qu'il n'y a quasiment plus de saturation et plus de gains trop faibles, quoi. Et quel type de micro tu vas choisir, toi, quand tu fais du run and gun? Parce que avant toute chose, on va se poser la question, quand on va tourner comme ça et qu'on est l'homme orchestre, on va se poser la question, peut-être sans être spécialiste, parce que là, on va déjà beaucoup dans le détail, de quel type de micro je vais prendre pour enregistrer, pour pas trop me compliquer la vie. La bonne solution, le bon compromis. Alors, quel micro j'utilise? Moi, aucun. Donc, ça va être simple. Parce que mes vidéos n'ont pas de son. C'est des vidéos c'est un peu des poèmes vidéo que je fais et où je rajoute de la musique dessus, ok. Mais après, par contre, pour répondre à la question, parce que bien sûr, je fais d'autres choses. Si tu veux faire du mariage, par exemple. Voilà, si tu fais du mariage, si tu fais du corporate aussi, si tu fais de l'interview aussi, et donc il faut être flexible. Clairement, moi je me suis équipé il n'y a pas longtemps de micro-cravates sans fil, et donc tu prends le pack, les derniers packs de chez Rode par exemple, qui proposent du 32 bits. Et donc là, on est vraiment dans un truc qui rentre dans le run and gun à 1000%, c'est-à-dire que tu as un boîtier qui contient un récepteur, qui contient 2 micros, sur lesquels tu peux brancher aussi des micro-cravates. Et donc, les gens, si tu as 2 personnes à interviewer, tu épingles un micro sur chaque personne et tu reçois tout sur le récepteur en 32 bits à virgule flottante. Et surtout, le boîtier dans lequel vont les 3 accessoires, ça fait aussi charge. Donc, c'est vraiment monstrueux, c'est tout le temps chargé. De temps en temps, il faut penser à mettre de l'USB-C dedans parce qu'il y a une batterie dedans interne. Mais voilà, tu le sors et il y a une fonction qui est géniale aussi. Tu sors ces trucs-là, le rec commence immédiatement. Donc, tu n'as même pas à te soucier. Ouais. Tellement il y a de l'espace, tellement il y a tout, en fait. Le rec commence immédiatement. Tu peux le désactiver, hein, bien sûr. Mais il vaut mieux le laisser. Et en fait, dès que tu les sors, le rec commence. Et voilà, moi pour ça, pour ce genre de config, c'est génial. Maintenant, on a vraiment tout ce qu'il faut avec ce genre de choses. Ouais, tu évoques le 32 bits flottant, c'est pas encore quelque chose qui est très généralisé chez les constructeurs, d'hybrides. Ça vient progressivement, mais c'est pas encore complètement généralisé. Et souvent, les vidéastes vont avoir tendance à vouloir que le son de leur micro rentre directement dans leur boîtier pour venir s'inscrire au bon endroit directement sur la piste audio de leur séquence vidéo. Certains constructeurs
ont cette capacité de pouvoir faire communiquer un micro-constructeur avec leur boîtier via la griffe porte-accessoire. C'est le cas par exemple chez Sony notamment, mais dans la majorité des cas, il faudra passer par un câble jack qui va relier donc le micro qu'on va fixer sur son boîtier ou sur sa cage directement dans l'entrée micro de son boîtier. Tu conseilles le port du casque, Romain, finalement, quand on fait de la vidéo et qu'on a besoin un peu de monitorer le son? Non, mais toujours. Parce que ça revient à filmer à l'aveugle. Donc, prise d'audio, c'est indispensable d'avoir un retour. Au moins faire son check au départ, si on a besoin d'avoir les mains libres, etc. Mais si le son est très important, après, je conseille vraiment de le faire monitorer par quelqu'un d'autre, même quelqu'un qui ne connaît pas grand-chose. On lui dirait, tu regardes le vumètre. Et comme on disait tout à l'heure, tu restes dans le vert et dans le jaune, ça va, mais pas dans le rouge, etc. Après, je précise quand même que ce dont je parlais tout à l'heure, les configurations sans fil, etc., soit ça enregistre directement donc, en 32 bits virgule flottante dans le petit bloc Rode, le petit récepteur, mais je peux aussi le brancher directement sur mon boîtier. Donc là, et tu le mets sur ta griffe, tu le branches avec la petite prise jack, et puis c'est réglé, c'est tout synchronisé, quoi. Bon. On continue et on parle désormais des mouvements caméra. Si la prise de vue à main levée en vidéo est presque un art, les constructeurs développent aussi des outils de stabilisation numérique, la plupart du temps de plus en plus efficaces, pour permettre aux cadreurs de faire des mouvements tout en gardant de la stabilité et de la fluidité dans leurs mouvements. Romain, qu'est-ce qu'il est raisonnable de pouvoir espérer faire en termes de mouvement caméra en n'utilisant que les options de stabilisation numérique intégrées dans le boîtier? Alors, je suis peut-être trop old school là-dessus, mais je reste sur du prise de vue main levée basique, plan fixe. Je vais vraiment faire du plan fixe. Après, pour moi, un boîtier ne sera jamais à la hauteur parce que c'est physique d'un gimbal, donc d'un stabilisateur qui a 3 moteurs sur 3 axes. C'est physique, hein. Donc, pour tout ce qui est mouvement complexe, je pense qu'il faut impérativement passer par le stabilisateur. Après, maintenant, quand on fait la dual stab chez Pana, le rendu est monstrueux. Mais j'ai vraiment gardé l'habitude, lorsque je veux faire des gros mouvements, vous pouvez voir dans mes vidéos, je fais souvent une sorte de copie du slider, c'est-à-dire que je vais vraiment faire un mouvement soit de gauche à droite, soit de bas en haut, et on sort, par exemple, il y a un rocher au premier plan et ensuite on découvre la mer derrière. Là, je vais vraiment faire des gros mouvements sur 1 mètre. Pour moi, je le fais au stabilisateur pour pas être embêté, pour être sûr de mon shoot. C'est vrai que la dual stab, c'est un truc qui est assez fou. Je me souviens sur le GH5 à quel point ça marche bien. Il y a Canon qui le fait aussi depuis, et c'est tout aussi redoutable. Et est-ce que on peut dire que même dans le mode run and gun, les gimbals restent tout à fait utilisables et à conseiller? Il y en a qui sont pas si lourdes que ça, chez DJI ou chez Zhiyun notamment. Ouais, ça a baissé, le prix a baissé, le poids, et puis surtout, je trouve que la facilité. Moi, ce que je reprochais au stabilisateur, au gimbal, c'était vraiment alors l'équilibrage déjà, mais quand on a l'habitude, ça va. Ah ouais, la phase de calibrage, waouh. Ouais, alors il y a l'équilibrage, donc d'abord physique, d'accord. Il faut que ton boîtier soit comme ça, il tienne sur la face gauche, droite, etc. Ouais. Après, il y a l'équilibrage effectivement électronique, mais vraiment là-dessus, ils ont progressé, mais incroyable. Et l'équilibrage, la calibration automatique, elle se fait en 2 secondes. L'équilibrage, c'est mieux, mais je ne comprends toujours pas. Alors peut-être sur les tout derniers modèles, j'ai toujours pas compris pourquoi ils nous mettaient pas des molettes dans tous les sens. Parce que quand tu dois régler le bras de ton gimbal à un endroit, à un autre et tout, il faut que ça soit des fois au millimètre. Et donc, si tu le fais à la main, tu desserres la vis, tu avances un peu ton bras et du coup, tu avances d'1 centimètre. Après, tu reviens de 0,5, etc. Alors que sous le boîtier, le réglage est fait avec une molette. Et moi, c'est ce que je veux depuis le début. Mais j'ai déjà le RS... 3 Pro, je pense, ou RS2 Pro, je me souviens plus. Déjà, ils avaient mis des molettes un peu partout et j'avais dit merci, mais il n'y en a encore pas partout. Mais voilà, pour moi, ça reste indispensable quand même, le stabilisateur.
Est-ce qu'il faut faire attention à quelque chose en particulier quand on se lance dans l'achat d'un stabilisateur? Il y a évidemment la notion de charge. Si on reprend la logique du qui peut le plus, peut le moins, bon, bah, on part sur le modèle le plus costaud, mais le modèle le plus costaud, c'est le plus imposant et c'est le plus lourd. Donc, qu'est-ce que tu conseilles? Moi, je conseille vraiment un peu comme tu disais, faut pas exagérer non plus. Et si on sait qu'on a une cam qui est légère, on a un setup, on se dit bon bah je vais prendre un stabilisateur qui prend ça, pas besoin de prendre celui d'au-dessus parce que des fois le prix c'est vraiment le double et comme tu disais aussi, ça va faire un poids supplémentaire. Donc et juste avant que j'oublie, il y a quelque chose que je conseille vraiment pour les gimbals, donc les stabilisateurs. Là, dans ce cas-là, c'est le rajout des poignées. Donc, vous voyez, un stabilisateur, ça fait comme un poireau, quoi. C'est vraiment comme une tige. On la prend comme ça. Zhiyun avait fait un système avec un poignet déporté, etc. Mais on peut rajouter donc une poignée de chaque côté. Là, ça change tout. Pour moi, ça change tout. Ça fait 10 fois moins mal au dos. On a des gestes qui sont plus naturels. Là, pour moi, ça vaut le coup. Donc, pour répondre à ta question, au final, il vaut mieux acheter un stabilisateur. Tu prends le premier qui va avec ton setup, avec ta config, en termes de poids, qu'il le prend. Et tu te payes la double poignée à côté, quoi. Et est-ce qu'on ne peut pas envisager dans cette configuration run and gun et parmi les accessoires de prendre un drone pour certains plans, qui serait lui aussi un accessoire de run and gun? Finalement, on parle de stabilisation, on dégaine son drone, on veut suivre un personnage, je sais pas moi, sur une petite action, faire des travelling, etc. ou faire un plan séquence, on en parlait tout à l'heure. Est-ce que ça ferait pas l'affaire? Alors, bien sûr que ça ferait l'affaire, mais il y a deux contraintes. La première contrainte, ça va être les autorisations, parce que là, ça n'est plus du tout la même chose. Un, il faut avoir un permis. Deux, Même il faut si tu avoir décolles pas plus l'autorisation. de 3 mètres. Hein. Ouais, là après, voilà. Mais tu peux te faire embêter. Et alors, dans certains pays, renseignez-vous bien, méfiez-vous. Le meilleur exemple, je crois, c'est la Thaïlande qui laissait faire vraiment pas mal de choses, mais il y a eu des problèmes, des gens qui ont abusé, et du coup, la loi s'est vraiment endurcie par rapport à ça, et les flics peuvent te choper vraiment si tu as ton drone qui fait un peu n'importe quoi, donc il faut vraiment rester prudent. Donc voilà, il y a déjà ça. Et après, selon moi, ça dépend toujours pareil de ton drone, hein, mais bah, j'aurais pas le même rendu avec mon drone qu'avec mon boîtier. Clairement. Et je sais quelle image j'aurai avec mon boîtier. Avec mon drone, je sais, il y a des limites quand même, hein, à moins de se prendre, comme tu disais tout à l'heure, le 4 Pro qui va sortir, quoi. C'est marrant parce qu'on a vachement parlé de DJI depuis le début de cette émission, que ce soit dans le Flash Actu ou même dans le flux de cette grande discussion. Il y a un produit qui est assez étonnant que moi, personnellement, j'affectionne beaucoup chez DJI, c'est l'Osmo Pocket. Parce que finalement, ça, c'est pas la caméra run and gun par excellence et qui finalement, même si j'aime pas trop cette expression, est le meilleur des deux mondes entre on va dire l'univers du smartphone et l'univers de l'hybride à objectif interchangeable. Alors oui, mais ça va dépendre pour qui. C'est toujours pareil. Pour un journaliste, je pense que c'est le Graal. Mais le Graal absolu. J'ai un pote qui bouge, qui fait un peu du vlog de voyage. Enfin, Olivier Lavielle, tout le monde le connaît. Et il n'y a pas longtemps, il m'a dit, mais ça c'est vraiment génial pour des petits shoots par-ci, par-là, pour se filmer à un endroit, pour dire, tiens, je suis là, je vais faire ça, je vais shooter ça avec mon boîtier et tout ça. C'est le top. Après, n'oubliez pas les limites qu'on peut avoir. C'est la même discussion que les smartphones, hein. On va avoir une limite en termes de capteur, en termes de dynamique. Enfin voilà, pourquoi est-ce qu'on a un boîtier haut de gamme à 2500, 3000, 3005? C'est pas pour rien. Mais pour certains, je pense que c'est le Graal. Pour des journalistes, enfin voilà, je pense que c'est un compromis. Oui, tu parles de journaliste, j'ai un exemple en tête. J'ai vu que Hugo Décrypte avait fait une interview de Emmanuel Macron en revenant de Washington à bord de l'avion présidentiel. On le voyait sur des plans utiliser exactement ce produit-là. Mais là, on n'était pas vraiment dans le run and gun, on était plus dans l'interview posée, mais c'est vrai qu'en termes de stabilité, réactivité, C'est parfait. c'est assez... C'est parfait. C'est parfait. Mais Et- est-ce que tu pointes sur la dynamique, moi, pour en avoir utilisé pas mal des Osmo Pocket, quand tu fais des transitions de lumière un peu rapides, Violente. un peu abruptes, c'est vite dégueulasse. Ou quand C'est ça. tu as peu de lumière, c'est vite très 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 limité, quoi. Ouais, c'est ça. Et après, ben voilà, faut vraiment se dire, même moi quand je fais mes shoots au drone pour mes vidéos, je mixe les deux. Parfois, je pleure un peu, même si l'image est top. Je me dis, enfin, c'est pas mon boîtier, quoi. C'est pas mon boîtier Lumix. On voit vraiment la différence. Bon. Allez, pour terminer, dans certaines conditions, il peut être aussi nécessaire de disposer d'une petite source de lumière supplémentaire pour éclairer son sujet.
En restant dans la philosophie nomade, on pense naturellement aux petites minettes LED RGB qui fonctionnent sur batterie. C'est la meilleure solution, Romain, ce genre de produit? Alors, pour mes vidéos, je ne l'utilise pas parce que c'est moi qui vais chercher la lumière. Donc je ne light pas, je fais du paysage, de la ville, etc. Ma vidéo de New York, c'est un bon exemple. Je vais vraiment chercher la lumière où elle est. Mais si je dois faire, encore une fois, du corporate, reportage, etc. en dépannage, oui, les petites minettes LED maintenant sont bluffantes en termes de rendu. Donc ça va dépanner. Mais après, si tu me demandes vraiment mon avis, le rendu va être dégueulasse. Donc c'est vraiment pour du dépannage, quoi. Est-ce qu'il y a peut-être un conseil que tu voudrais ajouter, au final? Je pense qu'on n'a pas abordé un point qui est hyper important, c'est le trépied. Le trépied en run and gun, c'est vraiment la base. Attends, tu cours avec un trépied, toi? Eh ben ouais, sur le dos. Le sac à dos, en fait, donc tu as le sac à dos en run and gun. Voilà, tu vas avoir la base dans ton sac à dos, tu vas avoir ton trépied, tu vas avoir tes batteries, tu vas avoir, enfin, je passe tous les détails, les cartes SD, mais il faut quelque chose qui se déplie rapidement. Et là, vous avez vu, je crois que c'est Jet Potato là, qui a fait le créateur américain qui a sorti un trépied il y a pas longtemps, il y a même pas un an, qui se déplie tout seul avec juste un bouton. Et il a même fait, je crois, un Kickstarter. Ce genre de truc-là, c'est vraiment monstrueux pour le run and gun, je le conseille. Mais je peux vous assurer que des fois, je passais d'un endroit à un autre et tout. Je passais mon temps à plier, déplier mon trépied. Donc, pensez bien à ce genre de choses-là. Il faut un truc qui se règle, qui règle le niveau un peu facilement. Et puis, enfin voilà, qui se déplie facilement, qui reste léger. Je suis pas trop pour le carbone parce que déjà, bon, ça vaut cher, mais c'est trop léger finalement. Et quand je cherche, quand je mets mon trépied, j'aime bien avoir la stabilité. Et j'utilise aussi parfois même un slider en run and gun dans mes vidéos. Donc, je veux pouvoir avoir une bonne stabilité. Mais ouais, le trépied, c'est très important. Ok, allez, on va conclure là-dessus. Merci Romain pour tous ces conseils pour se créer son setup ultime et être capable de filmer en mode run and gun. Nous sommes toujours avec le vidéaste et réalisateur Romain Sarret pour cette grande discussion autour des accessoires vidéo pour le Run and Gun. C'est le moment du débrief qui vous est présenté par Miss Numérique, le partenaire numéro 1 des créateurs d'images. Romain, si on devait essayer de résumer et de synthétiser tout ce que l'on s'est dit pendant cette émission. Première question, qu'est-ce que c'est exactement le mode vidéo Run and Gun ? Alors, le mode vidéo run and gun, c'est être déjà autonome, c'est être rapide et réactif pour pouvoir shooter de manière efficace en vidéo. Quels sont les critères à prendre en compte, à regarder quand on choisit sa caméra pour cet exercice du run and gun ? À part prendre un Lumix. Non. Là, t'es pas objectif. Non, je suis pas objectif. Je parle juste de mon expérience. Mais je connais un peu ce qui se fait autour. Il y en a pas mal qui ont copié. En tout cas, au niveau de la stab, ils ont vu que ça marchait tellement bien et surtout que c'est efficace. Ouais, pour moi, c'est vraiment presque le critère numéro 1. Ça va être parce que maintenant, ils font tous de la définition. Ils font tous prendre un boîtier qui a une très bonne stab, c'est très important, et une bonne ergonomie. Chacun son boîtier, chacun sa marque, mais vraiment, il faut prendre... mais maintenant, les constructeurs s'y sont vraiment tous mis, j'ai vu pas mal d'évolutions à ce niveau-là. Une très bonne ergonomie, autonomie aussi, mais comme on a dit, on peut se dépanner avec des batteries externes. Et ça vient avant la taille du capteur? Alors... c'est toujours pareil, si tu es... les micro 4 tiers maintenant ont des très bonnes performances en basse lumière, donc oui, mais après, avec un capteur plein format, tu auras des plus gros photosites, donc tu auras des meilleures performances en basse lumière, donc moi je le conseille. La ligne S chez Pana, c'est vraiment ce que je vais utiliser maintenant tout le temps. Voilà. Et puis la stab, c'est ce qui me permet... En fait, c'est un tout, c'est pour ça, je rigole quand, bien évidemment, je place cette marque-là, mais j'ai pas trop de manque en run and gun maintenant avec tout ce qu'ils proposent, quoi. C'est quoi une cage caméra ?
C'est donc une enveloppe en métal qui est pré-percée, donc il y a des pas de vis un peu à droite à gauche et qui permet de mettre des accessoires un peu tout autour du boîtier. Et donc en fait finalement c'est un apport de filetage tout autour du boîtier. Et du coup, c'est quoi les accessoires un peu incontournables qu'on va venir fixer autour de tout ça? Moniteur externe, micro, on peut mettre support SSD, très important aussi si on veut faire l'enregistrement d'un spectacle. Voilà, lumière, enfin il y a plein de choses. Parmi les types de poignées qui existent pour améliorer l'ergonomie et la prise en main des boîtiers sur le terrain, tu es plutôt de la team poignée latérale ultra ergonomique en bois ou poignée supérieure top handle? Premier choix, donc poignée ergonomique en bois. J'aime le look et surtout l'efficacité que ça m'amène. Il y a quand même quelque chose dont on n'a absolument pas parlé tout au long de l'émission, c'est la mise au point. Alors on parle d'accessoires, etc. Je parlais de la série Adolescence sur Netflix, des plans séquences, etc. Et il y a un truc absolument bluffant, c'est la manière aussi dont chaque cadreur arrive à toujours avoir le point extrêmement net, mais en permanence, tout en changeant de plan et de mise au point. Comment tu la gères, toi, quand tu es en mode run and gun? Tu nous as dit plusieurs fois à ce micro que tu aimais bien la mise au point manuelle, mais est-ce que c'est toujours le cas? Alors, maintenant, non, mais c'est une très bonne question et c'est vrai qu'on n'a pas abordé ça. Je suis assez fan du manuel focus pour éviter justement les accidents. Et typiquement, je vais prendre un exemple. Enfin, les accidents. Même si c'est une machine qui marche bien, elle peut ne pas comprendre ce que tu as envie de faire en artistique. Donc, je prends un exemple, le même exemple que tout à l'heure. Si je fais un plan au stabilisateur où je commence dans une zone sombre devant un rocher et je soulève ma caméra pour qu'on ait un plan où la caméra va sortir du rocher et voir la mer avec le coucher de soleil et un bateau. Je veux pas que le focus soit fait d'abord sur le rocher et ensuite au fond. Je veux que dès le départ, on soit sur la mer pour que ça soit déjà parfait et deux, que en fait on ait cet effet de profondeur. Donc j'aurais réglé en manuel focus à l'avance mon focus sur l'infini ou sur la mer, sur le bateau. Mais maintenant, effectivement, avec les nouveaux boîtiers Lumix, ça aide énormément. Je pense notamment au mariage ou des choses comme ça. Les autofocus de suivi sont excellents avec reconnaissance de personne, de l'œil et tout. Donc forcément, tu vas utiliser ce genre de fonction. Niveau stockage, Romain, vaut mieux privilégier le travail avec des cartes mémoire ou un SSD externe en USB-C? Carte SD, moi c'est vraiment ma manière de travailler et très important aussi, c'est d'avoir une petite boîte. Moi la mienne je l'avais acheté à B&H New York, donc j'étais tout content de m'acheter ça. Ça existait même pas trop à l'époque en France en tout cas. C'est une simple mini valise dans laquelle il y avait 4 emplacements de carte mémoire à droite, 4 emplacements et il y a de la mousse. Et en fait, depuis, j'ai gardé ça. Et en fait, j'ai toujours ça dans ma poche quand je shoot. Et dès que j'ai fini avec une, je la sors délicatement, je la mets dedans, hop, et je change. Vous voyez ce que je veux dire, je recharge comme ça. Le soir, je vide mes cartes mémoire sur l'ordinateur, je fais un backup. Mais voilà, moi, je fonctionne vraiment en mode carte SD et notamment pour le côté run and gun, facile. Et puis, on garde l'étanchéité du boîtier, très important. C'est réellement utile la fonction alimentation externe avec une power bank en USB-C? À fond. Il y a vraiment les deux usages dont je parlais, c'est-à-dire soit on le met en direct lors d'un spectacle, ou tout, même si on est sur un gimbal avec justement, je reviens avec mes 2 poignets, ça m'est arrivé lorsque j'avais des longs shoots et que je commençais à m'inquiéter pour mon autonomie, je scotchais ma power bank sur la poignée du gimbal et du coup je continuais à shooter et en fait il faut bien prendre un câble par contre très souple pour l'USB-C, mais voilà, mais sinon donc on a la possibilité, on shoot et dès qu'on fait un break, on branche la power bank, on branche le boîtier et puis voilà, il se recharge au fur et à mesure quoi. Quel type de micro est le plus polyvalent pour aussi bien être capable d'enregistrer des sons d'ambiance que des voix? Maintenant, vous avez quand même on n'a pas parlé des enregistreurs
externes comme les zooms, les Tascam et tout, mais les zooms, les H5, les H6 et tout, qui ont les micros embarqués, ça te fait un enregistrement remarquable. Donc déjà, tu peux servir de ça en backup ou pas. Et sinon, tu peux utiliser soit un micro cardioïde pour viser un son en particulier. Et sinon, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est les packs de chez Rode. Je crois que c'est Videomic Pro, où il y a une boîte avec dedans le récepteur et les deux micros sous forme de clips, quoi. Et qu'on peut coupler à un micro-cravate, à deux micro-cravates. Ça, c'est très, très pratique lorsqu'on fait de l'interview. On met les deux micro-cravates et en fait, on se soucie plus du tout de rien. Et encore une fois, leitmotiv 32 bits à virgule flottante. Est-ce que la stabilisation caméra est suffisante ou est-ce qu'il faut forcément passer à un moment ou à un autre par un gimbal ? Moi, je pense qu'il faut passer à un moment, c'est obligatoire lorsqu'on fait vraiment, on court ou on suit quelqu'un. J'ai pas retesté sur les derniers boîtiers Lumix, ça vient tout juste de sortir encore. Les performances, je vais m'y pencher. Après, je pense quand même que c'est physique. 3 moteurs, comme je disais tout à l'heure, 3 moteurs pour compenser. Par rapport à un capteur seul, ça me paraît quand même difficile de ne pas avoir un gimbal pour certains plans. Et enfin, pour terminer, Romain, quel type d'éclairage d'appoint on peut envisager sur le terrain ? Aucun. Non, les minettes LED, ouais, voilà, en dépannage. Allez, ça marche. Merci pour ces explications. Il est temps de passer à la dernière partie de cette émission et d'attaquer le traditionnel quiz. Romain, tu le sais, le principe du quiz est très simple. On a reçu des questions de la part de nos auditeurs qu'ils t'ont posées via notre compte Instagram. On en a sélectionné quelques-unes et tu vas avoir 30 secondes et pas une de plus pour tenter d'y répondre le plus clairement possible. As-tu bien compris la consigne ? Yes. Alors on y va. Première question qui nous vient d'un dénommé Franck. Est-ce que c'est toujours aussi galère à équilibrer les gimbals ? Alors de moins en moins, ils ont vraiment fait des efforts là-dessus et c'est vraiment mieux. Encore une fois, j'aimerais qu'ils mettent des molettes de partout. C'est vraiment, vraiment bien pour régler au millimètre. Ils l'ont déjà fait sur la plupart des réglages sous le boîtier. Donc moi, je voudrais qu'ils le fassent de partout, sur tous les axes. Et donc oui, c'est vraiment plus facile maintenant sur les récents. Et c'est bien quand même de prendre en compte cette histoire d'ergonomie, de poids, d'encombrement sur ces séries d'optiques en focale fixe. Est-ce qu'on gagne vraiment du temps sur le gimbal et finalement, si on a réussi à équilibrer avec un 50 mm et qu'on a un boîtier et qu'on a un 35 mm foutu pareil, c'est les mêmes réglages ? Clairement, c'est les mêmes réglages et surtout qu'il ne faut pas oublier que ces stabilisateurs-là vous laissent de la latitude, c'est-à-dire que même si on n'a pas fait parfaitement notre équilibrage, si on n'a pas fait parfaitement, si le poids dépasse un peu aussi ou ça, les moteurs sont quand même très puissants, donc ça rattrape tous les mouvements. Donc oui, si tu changes l'objet et que tu remets le même à chaque fois, c'est donc le principe du Lumix des focales fixes, c'est parfait. Bon. Deuxième question qui nous vient d'un dénommé Brian. Est-ce que l'on peut imaginer le concept tout en un Osmo Pocket avec une config capteur optique plus balèze ? Il parle de ça en sortie éventuelle, c'est ça ? Ouais, je pense, ouais, c'est ça. Ouais. Est-ce que ça aurait du sens ? Ouais, ça aurait du sens. Là. Parce que comme on disait tout à l'heure, vu que l'image est perfectible, ça serait top, quoi. Ça serait vraiment top. Après, c'est toujours une histoire de place, hein. C'est toujours pareil, c'est le nerf de la guerre. Hein. C'est pour placer un bon capteur, un gros capteur, il faut de la place. Troisième question qui nous vient d'une dénommée Noémie. C'est quoi le budget à prévoir pour une config totale en vidéo aujourd'hui ? Alors, config totale en vidéo, si on fait du run and gun, boîtier, objectif, on prend les deux stabilisés pour avoir la dual stab, un stabilisateur, donc gimbal, un bon trépied, des bonnes cartes mémoire. Déjà, on fait pas mal de choses. Après, moi, j'aime rajouter le slider pour les mouvements cinématiques. C'est vraiment le top du top selon moi. Voilà. Après, ça dépend toujours pareil des métiers, quoi. Le micro, la minette LED que je ne vends pas, mais voilà.
Et on n'a pas oublié de parler de filtres un peu quand même dans tout ça. Ouais, carrément, carrément. Non, mais tu as entièrement raison. On a oublié la base. Je ne sors jamais sans juste la base, quoi. Ouais, les filtres ND variables. Filtre ND variable, c'est absolument indispensable parce qu'on règle son exposition avec le ND variable, avec le filtre ND variable. Donc prenez la qualité. Indispensable. Romain, si on a un budget de 5 000 €, on peut se faire une config totale ou Oui, faut prévoir clairement. un peu plus quand même? Non, clairement. Je pense que vraiment. En plus, non, mais les prix ont baissé sur plein de choses, notamment les stabilisateurs, le stockage. Pour moi, vraiment, ça a baissé. Quand on voit le prix dont je parlais tout à l'heure, 130 € une carte SD 1 Tera. C'est la folie, quoi. Donc oui, c'est possible. 4e question qui nous vient d'un dénommé Didier. C'est quoi la suite en vidéo? J'ai l'impression que l'on atteint le niveau soleil là sur les derniers modèles. Je suis un peu d'accord. C'est à chaque fois, il y a des ajouts. Justement, un ND interne, ça peut être vraiment cool pour justement ne pas avoir à mettre des filtres ND variables devant ton objectif. Et puis après, le false color, comme propose Lumix sur le nouveau boîtier, là, ça, c'est le genre de truc qui va nous faire gagner énormément de temps. Voilà, des options, quoi. Mais ouais, ça devient difficile, hein. Plafond de verre, comme on dit. Et pour terminer, Romain, une question qui tue, une question de mes soins. Si tu devais conserver un seul et unique accessoire vidéo, lequel et pourquoi? Je pense le filtre ND variable parce que tout simplement, je n'ai pas le choix. Si je veux garder donc mon 25 images par seconde avec ma vitesse, avec mes ISO, je choisis exactement mon ouverture comme je veux, etc. Si tu veux ton réglage comme ça, tu es obligé de régler ton exposition avec un filtre ND variable. Donc voilà, prenez un bon, n'oubliez pas. Ouais, c'est bien, on l'a oublié dans la discussion, mais Je finir me là-dessus, on l'oubliera pas. Allez, on conclut là-dessus. Merci beaucoup. C'est désormais la fin de cette émission. Romain, merci une nouvelle fois d'avoir accepté notre invitation. C'est toujours un plaisir de discuter avec toi sur ces sujets ô combien techniques et un peu compliqués des fois autour de la vidéo. Romain, si on veut donner des conseils à nos auditeurs pour finalement un peu s'inspirer sur ce qu'il est possible ou pas de faire avec cette fameuse technique du mode run and gun, est-ce que tu aurais une petite bibliographie à conseiller? Alors ouais, vous pouvez aller soit sur mon site, donc romansarré.com, ou alors mon YouTube, Romsprod ou Romain Sarré, vous trouverez. Pour faire le résumé, c'est que des vidéos donc run and gun, parce que j'ai toujours aimé ça, prendre le matos, partir, shooter en voyage. Faut avoir la possibilité, bien évidemment. Mais en tout cas, les boîtiers, je les ai toujours testés dans ces conditions-là. Donc pour faire le résumé, j'avais fait le GH5 en Namibie. J'avais fait le GH5S à New York, j'avais fait le S1 à Hong Kong, donc là c'était basse lumière, etc. Mais toujours pareil, hein, pensez bien que c'est toujours en marchant ou alors parfois en voiture, mais on descend de la bagnole, on charge le setup vite fait et on shoot et il faut rien rater. Après j'avais fait l'Islande aussi avec le S1. J'ai fait la Grèce avec le S5, j'ai fait Miami avec le GH6 et j'ai fait l'Afrique du Sud avec le S5-2. Et c'est important de préciser aussi que dans la plupart, notamment des dernières vidéos, même New York et tout, ça c'est aussi, on n'en a pas parlé, mais ce qui est du run and gun selon moi, les prises de vue aériennes, lorsque c'est marqué, c'est fait au boîtier, en hélicoptère. Donc là, je suis monté dans un hélico. Bien sûr, on a discuté avec le pilote, mais je l'ai préparé. Donc aussi, je peux conclure avec ça pour le run and gun. Et ça, je l'ai dit en intro, mais le run and gun, c'est quoi? C'est de la préparation, c'est de la logistique. Mais pour vous donner juste un exemple et une anecdote, à New York, je suis resté 8 jours, je crois. Et lorsque je savais que j'avais mon vol en hélico en fin de journée, je suis resté toute la journée dans ma chambre d'hôtel à cramer entre guillemets cette journée-là plutôt que de shooter pour faire des essais avec mon stabilisateur, avec quels objectifs, etc. Et en fait, j'ai simulé les vibrations de l'hélicoptère qui sont très difficiles d'ailleurs à prendre en compte.
pour avoir un shoot parfait. Et je me suis dit, je vais shooter de nuit, je vais shooter dans un hélico, porte ouverte. Donc, il faut vraiment penser à tout. Et je suis arrivé, j'étais prêt. Et du coup, ça a donné ce que ça a donné. Des beaux shoots de New York, en tout cas. Mais voilà, ça, c'est du run and gun aussi. Je suis monté dans un hélico, je l'ai refait en Grèce. Je l'ai refait à Miami. Donc, tout ce que vous voyez dans ces vidéos-là, c'est shooté avec le boîtier Lumix, mais sur un stabilisateur et voilà, d'un hélicoptère. Donc ça, pour moi, c'est un peu le Graal du run and gun. Bon, c'est parfait. Merci beaucoup, Romain. La semaine prochaine, on parlera de la monture Canon RF avec le journaliste Louis Royer du magazine en ligne Phototrend et Romuald Catoire de la boutique Camara Lille. Merci à tous de nous avoir écoutés. Prenez soin de vous et on se retrouve la semaine prochaine. C'était Faut pas pousser les ISO, le podcast hebdo pour tous les passionnés de photos et de vidéos. Toutes les semaines, retrouvez Arthur Azoulay, Benjamin Favier et leurs invités pour parler de sujets matos, techniques et inspiration. Cette émission vous a été présentée par Camara, première coopérative de passionnés photos avec 90 magasins spécialisés photos et vidéos partout en France. Abonnez-vous à notre chaîne et retrouvez l'intégralité de nos émissions depuis toutes les plateformes d'écoute comme Spotify, Apple Podcasts, Deezer, Amazon Music et YouTube. Si vous aimez notre podcast, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à nous laisser un petit commentaire. Rendez-vous jeudi prochain pour un nouvel épisode. D'ici la fête de la photo. Et n'oubliez pas, faut pas pousser les ISO.